Notre histoire commence dans la ville d'Ebelstein. Ici, on découvre un mec connu sous un surnom simple et pas vraiment flatteur, le vieux mytho. C'était juste un vieillard miteux des bas-fonds qui ne maîtrisait que la magie de base à une étoile. Malgré son niveau éclaté, il se vantait d'être un grand mage et avait un tempérament tellement pourri qu'il pétait un câble sur n'importe quel gamin qui essayait de le piéger. Un jeune garçon aux cheveux blancs et aux yeux rouges perçant l'observait. Et c'est de ce vieux con aigri que le gamin allait tirer ses premières leçons de magie. Leur relation n'est pas née d'un élan de bonté ou d'un grand destin. C'était un arrangement basique. Le vieux avait besoin de larbin pour se sentir important. Tandis que le gamin, dans ce monde impitoyable, avait juste besoin de connaissances pour survivre. L'hiver est arrivé, recouvrant le monde d'un manteau de neige. Puis le printemps a suivi, redonnant vie à la nature au fil du temps. À travers les saisons, l'entraînement du gamin a continué sous l'œil attentif du vieux débris. Il repoussait ses limites, se concentrant à fond pour essayer de ressentir la magie couler en lui. Le vieux le regardait, halluciné, se demandant si ce gamin n'avait pas déjà capté le flux de mana. Soudain, les yeux du gosse se sont illuminés de puissance. Avec un grognement, il a propulsé sa magie, la canalisant entre ses mains. L'énergie a pris forme, créant une pelle bleue lumineuse qui a jailli devant lui. La pelle magique a fendu les airs et s'est violemment écrasée contre un arbre voisin. Ils sont restés tous les deux silencieux un instant, fixant le résultat du sort. Le vieux était sur le cul, en sueur, essayant d'assimiler ce qu'il venait de voir. Et c'est comme ça qu'une année entière s'est écoulée aux côtés du vieil homme. Tout en faisant les pires corvées pour lui, le gamin avait réussi à devenir un mage une étoile. Un soir, le vieux mytho, bourré comme d'hab, a commencé à cracher sur les nobles de la haute ville, se plaignant que certains de leurs gosses atteignaient les 3 étoiles avant même d'être majeurs. Il a lâché un sourire narquois au gamin, lui balançant qu'un bouseux comme lui pourrait passer sa vie entière à essayer sans jamais atteindre ce niveau, lui conseillant de pas prendre la grosse tête. Le garçon écoutait en silence les délires amers du vieux résonner dans la nuit calme. Que la magie, c'était qu'une question de lignée, et que les efforts d'un roturier ne servaient à rien. Il n'arrêtait pas d'enfoncer le clou sur cette barrière infranchissable entre les roturiers et les nobles, projetant sûrement ses propres échecs sur le gamin. Assis près du feu, les mots durs du vieux tournaient en boucle dans la tête du garçon. Cette nuit-là lui a paru interminable. Le lendemain, une pluie battante s'est abattue sur la ville. Et quand le garçon est retourné à leur repère, il a trouvé le vieux mytho allongé sur le sol, inerte. Il était mort. Son corps entier était couvert de bleu, la preuve évidente qu'il s'était fait massacrer. Au début, le gamin a cru qu'il s'était juste battu et qu'il avait perdu. Sans cérémonie, il a commencé à creuser une tombe. Mais il allait vite découvrir la vérité. Le vieux n'était pas mort dans une simple baston de rue. Il avait été battu à mort par les gardes de la ville. Il est resté planté là, au-dessus de cette tombe de fortune, laissant la pluie glaciale le tremper jusqu'aux os. L'histoire officielle, c'est qu'il s'était fait choper en train de voler un livre de sort 2 étoiles. Personne ne comprenait pourquoi un mec sans ambition risquerait sa peau pour un truc pareil. Mais dans ce moment de deuil et de confusion, un panneau bleu lumineux est soudainement apparu juste devant lui. Le vieux mytho avait toujours fait des leçons sur les lignées, mais le garçon savait que cette règle ne s'appliquait pas à lui. Après tout, il ne pouvait pas avoir de sang noble. La fenêtre du système l'a confirmé. Il avait débloqué les bases de la magie et devait maintenant choisir une école principale, un choix définitif. Parce qu'il ne venait pas de ce monde à l'origine. Avec cette révélation, sa nouvelle vie a vraiment commencé, et 4 ans ont passé en un clin d'œil. Son voyage l'a mené à une femme nommée Katia Flammard. C'était l'ancienne maîtresse de la maison déchue Flammard. En tant que mage 3 étoiles d'origine noble, ses talents étaient très prisés par les groupes de mercenaires. De passage à Ebelstein, elle prenait des contrats avec les mercenaires de Beldin. C'est là qu'elle a rencontré le garçon, qui s'était engagé très jeune et ne maîtrisait toujours que la magie une étoile. Elle a décidé de le prendre sous son aile. Et c'est comme ça qu'il a commencé à apprendre avec Katia, une puissante mage 3 étoiles, à des années-lumière de son premier prof. Le temps a passé. Devenu un jeune homme, il passait ses journées à s'entraîner et à bosser depuis une taverne appelée la Larme de Beldin. Pendant l'une de leurs leçons, Katia a salué son talent, disant à Derrick que c'était tout naturel pour un mage comme lui de viser plus haut. Cependant, elle l'a aussi mis en garde, le prévenant qu'une trop grande soif de pouvoir ne ferait que freiner sa progression sur le long terme. Derrick a écouté avec respect, lui assurant qu'il retiendrait le conseil. La leçon théorique terminée, elle est passée à la pratique, lui demandant de fermer les yeux et de se concentrer sur son mana. Derrick s'est exécuté, suivant ses instructions pour ressentir l'origine de son mana, comprendre son flux et l'utiliser pour matérialiser son imagination. Pendant qu'il méditait, une puissante aura bleue a commencé à irradier de son corps, et Katia l'a observé attentivement. En le regardant, Katia était bluffée. Il possédait une quantité énorme de mana inné, et grâce à son expérience sur le terrain,
son contrôle était ultra stable. Mais alors qu'il se concentrait, l'aura autour de lui s'est soudainement embrassée, ses yeux brillant d'une intensité qui dépassait de loin un simple entraînement. Les yeux de Katia se sont écarquillés. La puissance que Derrick venait de déployer explosait tout ce qu'elle avait imaginé pour une simple session pratique. D'un coup, une énorme détonation a retenti juste devant la taverne, faisant trembler tout le bâtiment. Les clients à l'intérieur ont sursauté, paniqués, gueulant et se demandant ce qui se passait. Derrick a regardé ses mains, qui scintillaient encore de mana résiduel, pendant que les mercenaires hurlaient, persuadés qu'ils se faisaient attaquer. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot, Katia l'a brusquement attrapé par le poignet. « Derrick », lui a-t-elle dit d'un ton pressant, « ne dis rien et suis-moi. » Pendant que les autres mercenaires se ruaient dehors pour trouver d'où venait le bruit, Katia a vite exfiltré Derrick loin du bordel. Elle l'a entraîné à travers les rues jusqu'à une ruelle calme, loin des regards indiscrets. Derrick l'a suivie, lui demandant pourquoi elle fuyait d'un coup. Une fois à l'abri, elle s'est arrêtée et s'est tournée vers lui, l'air grave. « Derrick », a-t-elle commencé, « écoute bien ce que je vais te dire. » Il l'a regardé, captant le sérieux du moment, et a juste répondu « Ouais ». Katia lui a expliqué la politique dangereuse de leur monde. Les nobles étaient ultra pointilleux sur leurs privilèges, et la magie était leur atout majeur. Si le talent inné était vu comme une bénédiction pour un noble, c'était une vraie malédiction pour un roturier. C'était presque du jamais vu qu'un mec du peuple atteigne les 3 étoiles. Les rares qui y arrivaient étaient des vieux croulants qui avaient consacré toute leur longue vie à cet article. Pas un gamin de son âge. Puis, elle lui a révélé la vérité. L'explosion n'était pas réelle. Ce qu'il venait d'utiliser, c'était un sort d'illusion 2 étoiles appelé hallucination auditive. Et c'est comme ça qu'à 14 ans à peine, Derrick est officiellement devenu un mage 2 étoiles. Après ce jour, Katia et Derrick ont voyagé ensemble. Elle lui a transmis différents sorts et lui a même appris les codes de la haute société dont elle faisait partie avant. 1 an a passé, et le moment est venu pour Katia de quitter Ebelstein pour de bon. Derrick a appris qu'elle avait été engagée comme tutrice privée par la puissante province d'Elvesté. La maison Elvesté était une famille tellement haut placée que même le grand-duc de la capitale devait la traiter avec respect. Pour Katia, une noble issue d'une famille déchue, c'était une offre impossible à refuser. Devenir la prof de magie d'une famille de ce rang, c'était l'opportunité d'une vie. En lui faisant ses adieux, elle lui a laissé un livre de sorts 2 étoiles en cadeau de départ. Grâce aux connaissances de ce bouquin et à son propre système, le répertoire magique de Derrick s'est étoffé, allant du combat à la transformation, en passant par l'illusion et l'invocation. Il s'est accroché au livre qu'elle lui avait donné, l'étudiant sans relâche. Encore 1 an plus tard, à 16 ans, Derrick avait complètement maîtrisé 2 autres sorts 2 étoiles en autodidacte, et il était prêt à tracer sa propre route. Il n'avait que 16 ans, mais son voyage était loin d'être fini. Il n'avait aucune intention de s'arrêter là. De retour à la taverne de la Larme de Beldin, le chef des mercenaires a couru vers Derrick, surexcité. « Derrick » a-t-il braillé, « on a enfin une vraie mission pour une fois. » Derrick a levé les yeux de sa chaise, pas vraiment impressionné. « C'est quoi comme contrat » a-t-il demandé calmement. Les yeux du boss brillaient d'excitation. « Une requête de la maison Duplain, du Grand-Duché. Tu captes ce que ça veut dire. » L'expression de Derrick s'est durcie. Duplain était l'une des familles les plus puissantes de l'Empire. Il s'est tout de suite méfié, se demandant pourquoi des nobles aussi balèzes engageraient une petite troupe de mercenaires. Mais le chef était complètement aveuglé par le fric potentiel, hurlant que les Duplain dépensaient l'or comme de la flotte. Il a attrapé Derrick et l'a secoué d'excitation. C'était leur chance de se faire des contacts et de s'ouvrir les portes d'une des grandes maisons. Derrick est resté zen, repoussant les mains du chef. Bon, ils veulent qu'on fasse quoi? Le boss lui a expliqué que c'était juste une mission classique, buter quelques monstres sur leur territoire. La méfiança de Derrick agrimpé d'un cran. C'est tout? Pour une famille de ce calibre? Son instinct lui hurlait qu'il y avait une embrouille. Pourquoi une famille comme les Duplain demanderait à de simples mercenaires de nettoyer des monstres? Ça tenait pas debout. Je le sens pas, trouve quelqu'un d'autre, a lâché Derrick en se levant pour partir, pendant que le boss lui gueulait de s'arrêter. Il a jeté un regard par-dessus son épaule. Tu sais que je prends pas les plans chelous. Appelle un autre mec. Le chef était désespéré. Si je pouvais envoyer quelqu'un d'autre, je le ferais, a-t-il hurlé. Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'un mage. Un mage. Tu sais à quel point c'est rare dans les guildes en ce moment. Il a insisté sur le fait que Derrick était le seul à pouvoir le faire. Mais Derrick restait sceptique, se demandant pourquoi il voulait un mage juste pour tuer 3 monstres. Il ne voulait pas se mouiller. Au moment où Derrick allait se casser, le patron a frappé du poing sur le comptoir. Une pièce d'or, a-t-il rugi. Et c'est même pas le paiement final, c'est juste l'avance.
Ça a stoppé net Derrick. Une pièce d'or entière juste pour la compte, c'était du jamais vu. Peu importe le taf, c'était du lourd. Derrick a accepté d'au moins rencontrer les clients. On l'a conduit à une table où 3 personnes étaient assises. Un typotin avec un monocle, une femme habillée en servante, et une jeune fille dont le visage était caché par une capuche bleu foncé. Le chef a présenté fièrement Derrick, mais l'officier de liaison des nobles l'a rembarré direct avec un sec, hors de question. Il a regardé Derrick de haut, dégoûté. Il n'en revenait pas qu'on leur envoie un gosse qui n'avait même pas passé sa cérémonie de passage à l'âge adulte pour un job aussi crucial. Le chef a désespérément essayé de le rassurer, jurant que Derrick était un vrai crack et le meilleur mage qu'il connaissait. Mais l'officier n'était pas convaincu. « On s'arrache », a-t-il dit froidement. « Ce n'est pas une tâche à confier à un gamin. » Alors que l'officier commençait à murmurer avec la servante pour se préparer à partir, quelqu'un d'autre a réagi. La fille à la capuche, restée silencieuse jusque-là, observait l'échange avec attention. Elle s'est avancée, sa voix tranchant court à la dispute. Son regard s'est planté sur Derrick. « C'est bien Derrick » a-t-elle lâché. « On va discuter. » Suite à la décision de la fille, Derrick a été conduit dans les forêts du Grand-Duché de Duplin pour faire ses preuves. Le test a commencé direct. Dès qu'un gobelin s'est pointé, il a été balayé par une violente explosion magique. Les yeux de Derrick ont brillé d'une lueur pourpre alors qu'il verrouillait ses cibles. Sans un geste de trop, il s'est débarrassé des premiers monstres, bougeant avec une vitesse presque inhumaine. Un autre gobelin a rugi, fonçant sur lui avec sa hache levée. Mais Derrick était trop rapide, esquivant l'attaque par en dessous avant de riposter avec une entaille mortelle. Il est resté debout au-dessus de la créature, abattu une fraction de seconde avant de passer à la suivante. Finalement, il a lâché un puissant sort de chaîne d'éclairs, anéantissant le reste de la horde de gobelins en une seule décharge dévastatrice. Sans même avoir lâché une goutte de sueur, il s'est tourné vers ses observateurs et a balancé. « C'est réglé, l'officier. » L'officier de liaison et la servante sont restés sans voix, choqués par l'efficacité brutale du carnage. La fille à la capuche, en revanche, s'est juste contentée de sourire, carrément impressionnée. Il en avait éliminé tellement en un rien de temps. Plus tard dans la soirée, l'ambiance était tendue de retour à la taverne de la Larme de Beldin. Une mercenaire blonde a frappé du poing sur la table en gueulant sur Derrick. « Alors comme ça, t'es devenu le chien des nobles, Derrick. » Le chef a tenté d'intervenir pendant que la mercenaire, Péline, continuait de péter un câble, hurlant que les roturiers ne devraient jamais devenir les chiens des nobles, peu importe à quel point ils sont dans la merde. Le chef a essayé de la calmer, demandant si Derrick lui avait dit combien le contrat rapportait. Péline a juste ricané, demandant combien il lui avait filé pour qu'il jette sa fierté aux chiottes. Changeant de tactique, le boss a levé un doigt, lui demandant de deviner la compte. Péline s'est marrée. « Quoi ? Une pièce d'argent ?» Le patron a juste affiché un sourire suffisant et a fait non de la tête. Pas une pièce d'argent, une pièce d'or. Les yeux de Péline se sont écarquillés, ses pupilles prenant la forme de billets de banque. En une fraction de seconde, toute sa fierté s'est envolée. « Alors laissez-moi ramper entre leurs jambes aussi, par pitié !» a-t-elle supplié, pendant que le chef lui hurlait de la fermer. La nuit s'est étirée et la taverne s'est vidée peu à peu. Péline était maintenant affalée sur la table, en train de baver. Le chef s'est tourné vers Derrick et lui a demandé « Alors, c'était comment cette mission ?» Derrick a répondu que c'était rien de spécial, juste buter quelques gobelins. Le patron a insisté, posant des questions sur les clients, faisant remarquer qu'ils avaient l'air blindés. Le regard de Derrick s'est assombri. « Ils le sont », a-t-il dit. Mais, ils mentaient tous les trois. Le boss a été pris de court par son assurance. Sérieux. Derrick a déballé les faits. L'officier de liaison a dit qu'il cherchait 3 trucs, de la jeunesse, de l'endurance et des compétences sociales. Sauf qu'il n'avait rien de tout ça. Il a ajouté, et la meuf qui se faisait passer pour une plongeuse. Ses mains étaient beaucoup trop propres pour quelqu'un qui fait le sale boulot. Il a fait remarquer que ses mains étaient douces et nettes, pas les mains rugueuses et pleines de callosité d'une servante qui se tape les pires corvées de la baraque. Et cet inspecteur stagiaire. A-t-il continué, mais le fil de ses pensées a été coupé quand une voix familière a prononcé son nom depuis l'entrée de la taverne. Derrick. Derrick s'est tourné vers la voix, l'air calme mais sur le qui-vive. On dirait bien que son contrat chelou avec la Maison du Plein était loin d'être terminé. Jeden, le capitaine des mercenaires, a rappelé leurs règles de base. Ils ne fouinent pas dans les affaires de leurs clients. Leur seul taf, c'est de finir la mission et de prendre le fric. Derrick a écouté son capitaine, acceptant cette philosophie brutale de leur vie de mercenaires par un simple hochement de tête. Jeden a continué, appuyant sur le fait que dans ce monde de brutes où il bosse, le seul truc qui compte vraiment, c'est de gagner sa croûte. Le reste,
c'est que du bruit. Le lendemain, leur boulot les a menés sur les terres du Grand-Duché de Duplin. Debout au milieu d'un champ rempli de cadavres de gobelins, Derrick a annoncé à leurs employeurs que le boulot était fait, leur assurant que le problème des gobelins était réglé pour un bon bout de temps. L'un des clients, un homme plus âgé avec un monocle, a salué leur excellent travail. Gédène, tout sourire, a direct recadré la conversation sur le reste de leur paie. 2 pièces d'or flambant neuves leur ont été remises pour la mission. Gédène était comme un dingue, attrapant Derrick et hurlant de joie pour les 2 pièces d'or qu'il venait de palper. Derrick, lui, n'avait pas l'air d'en avoir quoi que ce soit à foutre de l'argent. Le mec au monocle s'est raclé la gorge, coupant court à la petite fête de Gédène pour capter leur attention. Il s'est adressé directement à Derrick, lui déclarant qu'il avait beaucoup de respect pour ses talents et qu'il voulait lui proposer un nouveau contrat perso. Derrick et Gédène ont été tous les deux pris au dépourvu par cette offre cash, ne sachant pas trop sur quel pied danser. L'homme a ensuite craché le morceau sur la récompense hallucinante de cette nouvelle mission, 15 pièces d'or payées par le Grand-Duché. Le chiffre a littéralement séché Gédène sur place. Avec cette offre qui pouvait changer leur vie sur la table, l'homme a fixé Derrick, attendant de voir s'il allait accepter le job. Sans une seconde d'hésitation, Derrick a donné sa réponse, ouais, clair et net. L'accord conclu, ils se sont mis en route. Une calèche a secoué ses roues sur le chemin, les emmenant vers leur prochaine destination. Leur voyage a pris fin devant l'immense et impressionnante résidence du Grand-Duché de Duplin. En posant le pied dans le domaine, Derrick et Gédène n'ont pas pu s'empêcher d'être scotchés par la démesure et la classe de la baraque du Grand-Duc. Le type qui les avait engagés a décidé qu'il était temps de faire de vraies présentations. Gédène, essayant de détendre l'atmosphère, a dit que c'était pas la peine de faire des manières. Mais l'homme a insisté et a dévoilé sa vraie identité. C'était Delon, le grand intendant au service du Grand-Duc Duplin, et il s'est excusé d'avoir planqué son vrai rang. Gédène était complètement paumé en apprenant ça, perdant tous ses mots d'un coup. Derrick, comme à son habitude, n'a pas sourcillé d'un millimètre. Juste après, une autre femme s'est approchée et s'est présentée avec un sourire doux comme Katharina, la gouvernante en chef du Grand-Duc. Dépassé par la présence de ces huiles de la haute noblesse, Gédène s'est vite incliné et s'est présenté formellement comme le capitaine de la guilde de Beldin. Derrick a analysé les infos dans sa tête. L'officier de liaison était en fait le grand intendant, et la plongeuse était la gouvernante en chef. Il s'attendait à un truc du genre, mais leur statut était encore plus élevé qu'ils ne le pensaient. Soudain, le bruit de pas a attiré leur attention. Quelqu'un d'autre descendait les escaliers pour les accueillir. Alors que Gédène matait ça avec curiosité, le regard perçant de Derrick s'est fixé sur la personne qui arrivait, devinant déjà de qui il s'agissait. Une jeune femme aux cheveux sombres s'est avancée, posant une main sur l'épaule du grand intendant en passant. Elle s'est retournée, ses longs cheveux noirs flottant derrière elle, et a fait face à Derrick et ses potes. Derrick l'a regardée approcher, son visage toujours illisible, attendant qu'elle prenne la parole. Elle s'est présentée sous le nom d'Aiseline Éléanore Duplin, la fille aînée de la famille. Avec un sourire poli, elle a dévoilé le vrai but du contrat. Elle voulait engager Derrick comme prof de magie pour sa petite sœur, Diela. Derrick était surpris. Tout ce mystère et ce gros paquet de fric. Juste pour un poste de tuteur en magie pour une noble? Ça paraissait trop simple. La scène passe ensuite à l'intérieur de la luxueuse résidence de la famille Duplin. D'un coup, les doubles portes d'un immense bureau s'ouvrent à la volée. Un jeune homme nommé Reg déboule furax, réclamant l'attention de son père et de son frère, Valérian. À son bureau trônait l'imposant chef de famille, le grand-duc Duplin. Le grand-duc a levé les yeux de ses papiers, le visage glacial. Il a engueulé son fils pour cette entrée pathétique, lui rappelant de se comporter comme un noble. Reg a explosé de rage, traînant avec lui une servante en larmes. Il a braillé que c'était sa sœur, Diela, qui devait apprendre à se tenir, affirmant qu'elle était allée trop loin en levant la main sur le personnel qu'il avait engagé. La pauvre servante tremblait de tous ses membres, visiblement traumatisée par son accrochage avec la jeune dame de la maison. Son grand frère, Valérian, a dit calmement à Reg de baisser d'un ton, lui faisant remarquer qu'il coupait la parole à leur père. Mais Reg était trop enragé pour écouter. Il s'est mis à balancer que le comportement violent de Diela avait poussé plus de 10 domestiques à démissionner rien que le mois dernier, et qu'elle pétait des trucs dès que ça lui chantait. Il a frappé sur le bureau, exigeant de savoir combien de temps leur père allait continuer à fermer les yeux sur les caprices de voyous de Diela. Valérian s'est levé et a gueulé le nom de son frère pour qu'il arrête son scandale. Il a ordonné à Reg de la fermer et de dégager de la pièce directe. Reg s'est tu, mais son visage transpirait la rage et la frustration. Il a continué d'une voix plus basse et intense, demandant pourquoi il devait encore se coltiner Diela. Après tout, il argumentait, même si c'était une bonne à rien. Ils avaient toujours Aiseline, la grande sœur parfaite et loyale, pour porter l'honneur de la famille. La caméra se focalise sur Aiseline,
qui n'est pas dans la pièce mais qui occupe clairement l'esprit de son frère. Avec une détermination glaciale, Reg a rendu son verdict final. Il était temps de larguer Diela. Le grand-duc a fini par l'ouvrir, la voix d'un calme flippant. Il a enlevé ses lunettes et a dit à Reg que ce genre de décision ne lui appartenait pas. Reg a insisté, balançant qu'il avait déjà demandé au grand intendant de se renseigner sur un monastère. Il a lâché que ce serait mieux pour Diela de dédier sa vie à Dieu plutôt que d'être un boulet, et que la famille ferait mieux de la virer si elle causait autant d'emmerdes. Avant même qu'il ne finisse sa phrase, une poigne d'acier lui a écrasé le crâne. Le grand-duc s'était penché au-dessus du bureau en une fraction de seconde. Avec une force de taré, le grand-duc a fracassé la tête de son fils contre le bureau. Alors qu'une aura terrifiante envahissait la pièce, le grand-duc a dominé son fils, lui rappelant d'un ton glaçant qu'il lui avait déjà dit que ce n'était pas à lui de décider. Étendu par terre, la bouche en sang, Reg n'avait pas dit son dernier mot. Il a prévenu son père qu'un jour viendra où il sera obligé de trancher pour Diela. Le grand-duc l'a juste fixé, le visage dur comme de la pierre, insensible à l'avertissement de son fils. Retour sur Aislinn, qui guide maintenant Derrick à travers les immenses couloirs de la résidence. En marchant, elle a demandé à Derrick s'il avait déjà entendu parler de sa petite sœur, Diela. Derrick a répondu qu'il avait juste vu son nom sur le registre de la famille. Le sourire d'Aislinn semblait un peu crispé quand elle a confirmé, avouant que sa sœur n'était sûrement pas très connue du public. Juste à ce moment, d'imposantes portes se sont ouvertes à la volée devant eux. De l'autre côté se tenaient ses deux frères. Reg touchait son visage amoché pendant que Valérian marchait à ses côtés. Reg a bafouillé le nom de Valérian, surpris. Valérian, par contre, a accueilli sa sœur avec un sourire chaleureux. Il lui a demandé comment s'était passé son séjour à Ebelstein, l'air sincèrement inquiet. Aislinn lui a rendu son sourire, lui garantissant que grâce à lui, elle avait manqué de rien. Valérian a expliqué que Reg était un peu blessé, donc ils devraient discuter plus tard. Il a poussé doucement son frère boudeur vers la sortie, et Aislinn a simplement hoché la tête. Le regard de Derrick est devenu plus vif, scrutant la scène avec ses yeux rouges perçants. Il a observé les deux frangins, l'un posé et l'autre bouillonnant encore clairement de son embrouille de tout à l'heure. Ses yeux se sont plissés, analysant la tension familiale malsaine qui se jouait sous ses yeux. Il a ensuite jeté un œil à la servante de l'incident d'avant, qui était toujours plantée contre le mur, chialant en silence. Le visage de Derrick est resté neutre, mais on captait direct qu'il enregistrait chaque détail de la famille de tarés dans laquelle il venait de mettre les pieds. Aislinn l'a ensuite conduit dans le bureau du grand-duc. Elle a dit à son père qu'elle était soulagée de voir qu'il allait bien à Ebelstein. Elle l'a remercié, puis a fait un geste vers Derrick, le présentant officiellement comme le tuteur en magie qu'elle avait ramené pour s'occuper de Diela. Le grand-duc a jaugé Derrick, l'air pensif, et a validé la présentation avec un simple « je vois ». Aislinn, pensant que son père était surbooké, s'est levé et a dit qu'ils allaient tracer. Mais au moment où ils se retournaient, la voix du grand-duc les a stoppés. Il a ordonné à Derrick de rester. Derrick s'est arrêté et a regardé derrière lui, attendant l'ordre du boss. Un silence de mort est tombé quand Aislinn est sorti, laissant Derrick en tête-à-tête avec le patriarche de la famille. Le grand-duc a repris sa plume et s'est remis à écrire, le bruit de la plume grattant le papier résonnant dans le bureau vide. Sans lever la tête, il a fait une remarque sur la jeunesse de Derrick, se demandant si le gosse n'avait vraiment que 16 piges. Posé au KLM sur le canapé, Derrick a validé d'un simple « ouais ». Le grand-duc a continué son interrogatoire, lui demandant s'il touchait un peu à la magie. Derrick, essayant de faire le mec modeste, a répondu qu'il balbutiait à peine des sorts une étoile. Le duc a lâché un petit rire entendu, réajustant ses lunettes. Il avait grillé le bluff du gamin à des kilomètres. Son expression s'est durcie. Il a sorti à Derrick qu'il n'avait aucune raison de mentir, et que faire le modeste n'est pas toujours une qualité. Derrick a fermé sa gueule, son visage impénétrable pendant qu'il avalait les mots du duc. D'un coup, une pression monstrueuse a envahi la pièce. Derrick a capté que jouer les faux modestes ne marcherait pas face à un monstre de mage 5 étoiles comme le grand-duc du Plain. Changeant de tactique, Derrick s'est incliné et s'est excusé s'il avait paru insolent. Le grand-duc a fait signe que c'était rien, disant qu'il captait pourquoi Derrick jouait ce jeu, et l'a prévenu qu'avoir trop de talent pouvait finir par dévorer quelqu'un. Le duc lui a ensuite fait remarquer qu'au vu de son âge et de ses fringues, il n'avait pas vraiment le profil d'un prof de magie. Derrick l'a regardé droit dans les yeux et a craché le morceau direct. « Je suis un mercenaire. » Le grand-duc a eu l'air d'encaisser la réponse. Il a décrété que vu que sa fille Aislinn l'avait choisi, il n'allait pas fouiner davantage. Il lui a alors donné l'accès à l'annexe où créchait Diela. Alors qu'il allait se faire taire, Derrick l'a arrêté, demandant s'il pouvait ajouter un dernier truc. Le grand-duc a fait une pause, lui donnant la permission de l'ouvrir. Derrick a balancé ses intentions directes. En tant que mercenaire,
son devoir c'était d'aller au bout de son contrat. Il a précisé que Lady Aislinn l'avait engagé pour que Lady Diela apprenne la magie et puisse entrer dans la haute société comme une vraie noble. Le grand-duc avait l'air saoulé, demandant à Derrick pourquoi il lui racontait des trucs évidents. L'air sérieux, Derrick a expliqué que c'était parce qu'il avait une putain de requête à demander au duc en personne. Le grand-duc était intrigué, se demandant bien ce que ce petit mercenaire pouvait vouloir de lui. Changement de plan, une servante porte un plateau. Elle trébuche, et une assiette vole à travers la pièce. Elle se fracasse contre le mur, et la servante pousse un cri de terreur. Elle s'incline direct, s'excusant dans tous les sens devant une fille en robe rouge. Mais la fille, Diela, lui demande froidement si ses excuses vont changer son statut de sous-merde. Diela ordonne à la servante terrorisée de dégager de sa vue, menaçant de lui balancer une assiette dans la tronche si elle ose repointer son nez. La scène change encore, cette fois sur Aislinn qui prend le thé avec Jeden, le chef de Derrick. Jeden lui pose la question qui le turlupine. Pourquoi Derrick, sérieusement? Il a fait remarquer que des pontes de la magie feraient la queue pour bosser chez les grands-ducs, et qu'un bouseux allait en chier pour faire la leçon à une noble. Aislinn a expliqué son choix avec un sourire fatigué. Elle avait déjà testé presque tous les meilleurs maîtres de magie du continent, et ils avaient tous abandonné l'idée d'aider sa sœur. Du coup, elle a misé sur un mec qui savait se battre et qui avait la dalle. Aislinn a continué à se justifier. Même si Derrick était un mercenaire, il avait l'air d'en connaître un rayon sur les codes des nobles. Elle s'était dit que son mentor devait être un noble déchu qui lui avait appris les bonnes manières. Avec un sourire, Aislinn a conclu qu'elle voyait ce raffinement comme une preuve qu'il était un mec bien. C'est ça qui lui donnait de l'espoir. Elle pensait qu'il serait le gars capable de recadrer Diela en douceur et de la guider. Jeden a ricané, disant à Lady Aislinn qu'il fallait qu'elle apprenne à mieux cerner les gens. Aislinn a été surprise par cette remarque. Il lui a expliqué que Derrick était un mage qui avait grandi dans la rue et qui bossait comme mercenaire avant même d'être majeur. Puis il a posé la question qui tue. Vous croyez vraiment qu'un gosse de la rue survit juste avec de la gentillesse et des bonnes manières? Le sourire confiant d'Aislinn a vacillé un peu après avoir pris cette bonne claque de réalité de la part du chef mercenaire. Pendant ce temps, Derrick se faisait escorter par le grand intendant et la gouvernante en chef à travers un couloir interminable. Ils l'ont amené devant de grandes doubles portes, l'entrée de l'annexe où la petite princesse Diela créchait. Derrick a levé la main, prêt à signaler qu'il était là. Il a toqué un bon coup, le son résonnant dans le couloir mortellement silencieux. Comme personne ne répondait, il a fait une pause avant de décider de foncer. Il a attrapé la poignée et l'a tournée. Poussant la porte, il a débarqué et a balancé un petit bonjour de politesse. Il a vu une jeune femme assise de dos. Il s'est présenté en tant que Derrick et a demandé s'il pouvait lui parler 2 secondes. Sans même se retourner, la deuxième fille de la maison, Diela Catherine Duplain, lui a juste lâché « Approche ». Derrick a commencé à marcher vers elle, docile. Mais alors qu'il avançait, Diela a esquissé un sourire machiavélique. Soudain, un seau s'est renversé au-dessus de l'entrée, le trempant de la tête aux pieds avec de l'eau croupie. Derrick a fermé les yeux, immobile comme une statue pendant que la flotte dégueulasse dégoulinait de ses cheveux. Diela s'est marrée comme une tarée. « Oh là là, c'est atroce !» s'est-elle exclamée, se foutant de sa gueule en disant qu'elle pensait qu'un rat d'égout s'était faufilé dans la pièce. Elle l'a regardé de haut avec mépris, demandant si c'était lui le mercenaire dont parlait l'intendant, avant d'ajouter que ouais, il avait vraiment une tête de rat d'égout. Puis elle a chopé une chaise qui traînait, pas pour s'asseoir, mais pour monter dessus, histoire d'avoir un meilleur angle pour sa prochaine crasse. Avec un sourire sadique, elle a soulevé un autre seau. Elle l'a encore provoqué, demandant si la flotte des caniveaux qu'elle avait préparée lui rappelait son quartier, ajoutant que ça lui allait vachement bien. Pendant tout ce cirque, Derrick n'a pas lâché un mot, l'eau sale dégoulinant sur son visage pendant qu'il encaissait l'humiliation sans broncher. Diela a soupiré, déçue de voir qu'il ne réagissait pas. Zut, a-t-elle lâché, j'ai plus d'eau. Quel dommage. Enfin, Derrick a relevé la tête. Ses yeux rouges n'étaient ni vénères ni blessés, ils étaient froids, fixes, et plantés directement dans les siens. Diela a frisé, complètement déstabilisée par cette insolence muette. C'était pas du tout la panique qu'elle espérait voir. Elle n'a pu que bégayer un vague « Hein ?» Rendu ouf par son calme, Diela a hurlé « Comment oses-tu me regarder ?» et lui a balancé un violent coup de pied en pleine poitrine. Derrick a reculé sous le choc, posant un genou à terre pour se rattraper. Diela le dominait, les mains sur les hanches, attendant une réaction qui ne venait pas. Sa frustration a débordé. Fait chier. A-t-elle pesté, tapant du pied, incapable de comprendre pourquoi il ne craquait pas. Elle s'est pincé le nez avec dégoût, balançant une dernière insulte. « Tu pues !» Derrick est resté au sol, la fixant d'en bas. Ses yeux rouges ne montraient ni haine ni peur, mais une concentration froide et clinique. Diela a finalement semblé à court de batterie,
s'appuyant contre une table. À ce moment, les pensées de Derrick sont devenues claires. Il ne regardait pas une gamine pourri gâtée, il observait impatient. Sa conclusion était simple, il était temps de commencer la thérapie. En un éclair, le souvenir de la voix arrogante de Lady Diela a flashé dans la tête de Derrick. Elle l'avait pris de haut, le traitant de « rat d'égout » et remettant en question ses capacités de prof. La scène repasse au bureau du grand-duc, un endroit qui respire le pouvoir. À l'intérieur, le grand-duc Duplain se tenait près de la fenêtre, le dos tourné à la pièce. Son visage était sombre, pesé par les conneries que sa fille avait enchaînées. La voix de Derrick a brisé le silence. Il a expliqué que s'il était là, sa action était que le cas de Lady Diela était grave, et qu'en tant que père, c'était à lui de prendre la décision qui s'imposait. Il a fixé le duc droit dans les yeux et a posé la question. Jusqu'où il était prêt à lui donner les pleins pouvoirs pour redresser sa fille? Le grand-duc écoutait, son regard fixe pendant qu'il réfléchissait à la demande audacieuse du jeune gars. Soudain, le bruit sec d'une gifle a claqué. La tête de Diela a basculé sur le côté, une trace rouge apparaissant déjà sur sa joue. Elle était sous le choc total. Derrick la dominait, la main toujours levée après la baffe qu'il avait balancée par terre. Il la regardait de haut, le visage impassible pendant qu'il enfilait son gant. Diela a touché sa joue en feu, l'incompréhension et l'humiliation se mélangeant dans ses yeux. Personne n'avait jamais osé la toucher comme ça. Sa voix était glaciale quand il a lâché son premier ordre, « Lève-toi ». Son esprit a fait un bond de 3 ans en arrière, à l'époque où c'était lui l'élève. Il se rappelait avoir demandé à sa prof, Katia Flammard, comment elle gérerait un élève relou qui refuse de voir la gentillesse qu'on lui porte. Katia avait répondu sagement, suggérant qu'il fallait essayer de comprendre ce genre d'élève et de l'accepter. Derrick l'avait poussé à en dire plus, trouvant sa réponse trop bisounours. Il voulait savoir comment faire avec un élève qui était au-delà de ce genre d'aide. Katia avait expliqué que le but de l'enseignement, c'est de trouver un autre moyen de l'atteindre si l'empathie ne marche pas. Derrick, paumé, a demandé ce que ça pouvait être. Le visage de Katia s'était assombri, sa voix devenant froide et grave. La réponse était simple, en leur insufflant la peur au fond des tripes. De retour au présent, cette même peur était maintenant figée sur le visage de Diela. Les mots de sa prof résonnaient dans sa tête pendant qu'il regardait son élève morte de trouille. Sa leçon a commencé. Il lui a dit qu'elle devait traiter les autres avec respect, puis a répété son ordre. « Ne m'oblige pas à me répéter. Lève-toi. » Hésitante, Diela a commencé à se relever du sol, son corps tremblant entre la peur et la haine. Mais dans un élan de rage, elle a bondi vers lui, son ego refusant de se faire écraser aussi facilement. Elle a hurlé, la voix pleine de haine, incapable de croire qu'un roturier de merde avait osé la frapper. Mais ses insultes ont été coupées net par une autre claque, la faisant taire direct. Les yeux de Derrick brillaient d'une lueur glaciale. Il a répété sa leçon, lui faisant bien comprendre qu'il ne tolérerait aucun manque de respect. Diela n'a pu que le dévisager, affichant un sourire tordu d'incompréhension. Elle ne captait pas ce qui lui arrivait. Retrouvant sa voix, elle a hurlé pour appeler le grand intendant, folle de rage qu'un mec du peuple l'ait touché. Alerté par les cris, l'intendant Delon a déboulé avec les servantes, vérifiant en panique si Lady Diela allait bien. Delon a chopé Derrick par le col, le menaçant de la colère du grand-duc pour avoir osé toucher la jeune noble. Sans broncher, Derrick a juste glissé la main dans sa veste et en a sorti un parchemin enroulé. Il a montré le contrat à tout le monde, annonçant que le grand-duc lui avait donné les pleins pouvoirs sur l'éducation de Diela, l'autorisant à utiliser toutes les méthodes qu'il voulait. L'intendant a rajusté son monocle, les yeux ronds de stupeur en reconnaissant le sceau officiel du grand-duc en bas de la feuille. Diela a regardé ça, sa dernière ligne de défense s'effondrant devant elle. L'autorité sur laquelle elle se reposait se retournait contre elle. Plus tard dans la nuit, le manoir était baigné par la lumière de la lune. Mais le silence a été brisé par une silhouette qui marchait d'un pas lourd dans les couloirs. C'était le grand frère de Diela, Valérian, et il avait la rage. Son assistant, Reg, essayait désespérément de le retenir. Valérian a fracassé la porte, ses yeux se plantant sur Derrick en hurlant « C'est toi le mercenaire !» Derrick était posé là, son regard impassible face au jeune lord enragé. Valérian s'est jeté en avant, prêt à cogner, hurlant sur Derrick pour avoir osé frapper sa sœur. Reg galerait à le retenir, le suppliant de se calmer et de parler. La réponse de Derrick fut froide et cache. Il lui a juste dit que c'était le grand-duc qui lui avait donné son feu vert. Reg a essayé de raisonner Valérian, lui rappelant que c'était leur sœur Aiseline qui avait ramené Derrick ici et que leur propre daron avait validé le deal. En entendant ça, Valérian a marqué une pause. Il a dit à Reg de sortir et a ordonné à Derrick de le suivre. Quand Derrick s'est levé, Reg l'a rassuré discrètement, lui disant que Valérian n'irait pas trop loin, avouant que Diela avait sûrement besoin d'une bonne raclée pour redescendre sur terre. Derrick a juste tourné la tête et s'est mis en route,
prêt à affronter ce qui allait lui tomber dessus. Collant au train de Valérian dans le couloir, Derrick a grillé Reg en train de marmonner dans son dos, se demandant pourquoi diable son grand frère protégeait autant cette casse-couille de sœur. Ils se sont arrêtés devant une pièce sombre et abandonnée, où de vieilles poupées prenaient la poussière sous un mince rayon de lumière. Valérian a poussé la porte et a dit à Derrick d'entrer. Il lui a expliqué que c'était la chambre que Diela utilisait quand elle créchait dans le manoir principal, et qu'elle avait été laissée telle quelle depuis qu'elle avait déménagé. L'attention de Derrick a été tout de suite attirée par une toile sur un chevalet, un magnifique paysage de coucher de soleil, mais inachevé. La voix de Valérian s'est adoucie, pleine de nostalgie en voyant Derrick regarder la toile. Il a avoué que Diela adorait dessiner, se rappelant avec tendresse comment elle rougissait trop mignonnement à chaque fois qu'elle lui demandait de regarder ses œuvres. Le visage de Valérian s'est assombri. Il a ajouté que même si elle adorait ça, elle n'avait jamais terminé un seul dessin, laissant souvent de grands espaces blancs pour ne peindre que les trucs qu'elle aimait. Il s'est ensuite excusé pour son coup de sang de tout à l'heure, mais Derrick lui a dit de ne pas s'en faire pour ça. Derrick a regardé autour de lui dans cette pièce remplie d'art inachevé et a demandé pourquoi Valérian l'avait amené ici. Valérian voulait lui montrer que Diela n'avait pas toujours été la peste qu'elle est aujourd'hui. C'était une bonne gamine, mais à un moment donné, elle a fait une fixette sur son sang noble. Son obsession a pris de telles proportions qu'elle a fini par se faire dégager de la maison principale et isoler dans l'annexe. Valérian a avoué qu'il n'avait aucune putain d'idée de ce qui avait provoqué un tel vrillage. Il a dévoilé les vrais enjeux, il devait empêcher Diela d'être expédiée au couvent. Si elle parvenait à maîtriser ne serait-ce qu'un seul sort une étoile, il pensait pouvoir convaincre leur père de la laisser rester. Attrapant Derrick par les épaules, Valérian a craqué. Il a supplié, « Je t'en prie, sauve Diela ». Derrick a levé la main, digérant tout ce qu'il venait d'apprendre. Il y avait un truc qui clochait. Il a pris un des bouquins de Diela. En voyant les innombrables notes griffonnées dans les marges, il a compris qu'elle n'avait jamais lâché l'affaire avec la magie. Elle étudiait, et elle bûchait dur. Il a demandé à Valérian si tous ses livres venaient de l'école des règles, et Valérian a confirmé que c'était le cursus classique pour les nobles qui apprenaient la magie. Les yeux de Derrick se sont plissés. Il commençait à cerner la racine du problème. Son regard s'est posé sur une autre peinture pas finie, une forêt cette fois. Un plan a commencé à germer dans sa tête. Il a refermé le livre d'un coup sec. Se tournant vers Valérian, il lui a donné sa réponse, « Je vais tenter le coup ». La nuit est tombée sur le domaine, étirant de longues ombres à travers les vitres. Dans sa chambre de l'annexe, Diela dormait à poing fermé, loin d'imaginer ce qui l'attendait. D'un coup, un seau de flotte glacée s'est abattu sur elle. Elle s'est réveillée en hurlant, tremblante et trempée jusqu'aux os. Debout au-dessus d'elle, Derrick tenait le seau vide. Il lui a demandé d'un ton glacial si elle dormait vraiment à une heure pareille. Diela l'a regardé, choqué, crachotant, « T'es complètement malade ». L'ignorant royalement, Derrick l'a attrapée par le bras et a commencé à la tirer hors du lit, lui balançant qu'ils avaient un endroit où aller. Elle a hurlé de la lâcher. Il l'a traînée dans les couloirs pendant qu'elle se débattait et gueulait aux servantes d'arrêter ce bouseux. Mais elles n'ont pu que regarder la scène, terrifiées et impuissantes. Sous la lumière de la pleine lune. Derrick a traîné Diela, morte de peur, hors du manoir et jusqu'aux profondeurs de la forêt noire qui entourait le domaine. Sans prévenir, il l'a violemment jetée par terre. Elle est tombée avec un cri, l'ombre du gars planant sur elle. Sa vraie leçon allait commencer. Diela lui a lancé un regard noir, son ego s'accrochant encore un peu. Elle a craché que rien de ce qu'il ferait ne changerait quoi que ce soit, exigeant de savoir pour qui il se prenait pour oser lui faire la leçon. Derrick a juste souri, une lueur dangereuse dans le regard. Il lui a demandé si elle voulait entendre une anecdote sympa. Son sourire s'est élargi, devenant carrément flippant. Il a avoué qu'il n'avait jamais eu l'intention de lui apprendre la magie. En vrai, il kiffait juste casser la gueule aux nobles arrogants. Les yeux de Diela se sont écarquillés de choc et de panique. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Il a continué à se foutre d'elle, disant qu'un mec d'en bas n'avait aucune raison d'aimer les nobles. Cette histoire de tuteur, c'était juste un prétexte. Diela a bégayé, lui demandant ce qu'il racontait. Son visage s'est approché du sien, sa voix dégoulinante de venin. C'était une excuse pour savater des nobles péteux et hautains, comme elle. Il a dégainé son épée, l'acier brillant sous la lune. Il s'est mis à fantasmer à voix haute sur la beauté des hurlements des nobles. La panique totale. Diela a essayé de le menacer, lui demandant s'il croyait vraiment qu'il s'en tirerait après avoir fait un truc pareil. Il a juste éclaté de rire. Il lui a balancé qu'elle allait de toute façon être expédiée dans un couvent d'ici peu, alors qui croirait à un seul de ses mots? Ces mots l'ont glacé de terreur. Il l'a nargué, ajoutant que la vie d'un roturier ne valait rien, et qu'en cas de grosse galère, il pourrait juste s'excuser avec sa propre vie. Son reflet est apparu sur la lame froide de son épée pendant qu'il ajoutait que la tuer serait rendre service à sa famille,
en les débarrassant de leurs pires problèmes pour de bon. La réalisation macabre l'a enfin frappée. Je vais mourir. Poussée par l'instinct de survie, elle s'est relevée en trombe et a tapé un sprint, sachant que s'il l'attrapait, c'était la fin. Son cerveau tournait à 100 à l'heure. Elle ne pouvait pas courir tout droit vers la résidence, il la rattraperait en 2 secondes. Elle devait le semer dans la forêt. Elle s'est enfoncée plus profondément dans les bois, comptant sur sa connaissance du coin pour trouver un chemin sûr. Si elle arrivait à rentrer, c'est lui qui paierait le prix fort. Mais pendant qu'elle courait, une chaleur brutale l'a enveloppée par derrière. Une boule de feu colossale a explosé derrière elle, irradiant d'une énergie magique écrasante. Elle a jeté un œil en arrière pour voir Derrick, son épée dans une main, et l'autre tenant en l'air un orbe de feu tourbillonnant. Son sang n'a fait qu'un tour. Une boule de feu. C'était de la magie. Et pas n'importe laquelle. Une boule de feu, c'est un sort 2 étoiles. Comment un simple roturier, un pauvre mercenaire de merde, pouvait-il balancer de la magie 2 étoiles? Derrick souriait simplement, le visage flippant de sérénité. Il a balancé la boule de feu. Diela n'a pu que regarder avec une terreur absolue cette énorme sphère de destruction voler vers elle. Poussant un cri de désespoir, elle s'est jetée au sol dans une ultime tentative de sauver sa peau. La boule de feu s'est écrasée à quelques centimètres d'elle, déclenchant une explosion de chaleur et de lumière qui a ravagé la forêt et fait trembler le sol sous elle. Diela fixait le cratère, tremblant de tous ses membres. La chaleur, le bruit, la puissance brute, tout était réel. Son sang noble, le nom de sa famille. Rien de tout ça ne pouvait la sauver. Elle était entièrement à sa merci. Derrick la regardait de haut, ses yeux rouges brillant dans le noir. Un sourire de prédateur pur et dur est apparu sur son visage quand il a lâché. On dirait que j'ai loupé mon coup. Tard dans la nuit, sous la lumière d'une pleine lune, une course-poursuite désespérée était en cours. Une jeune femme, Diela, fuyait comme une dératée à travers la forêt noire, son seul but étant d'échapper au gars qui la traquait. Le souffle court, elle a puisé dans ses dernières réserves, le visage déformé par la peur et le désespoir. Mais dans sa précipitation, son pied a accroché une grosse racine d'arbre. Elle a fait une lourde chute, s'écrasant sur le sol de la forêt. La douleur lui a vrillé le corps, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle devait se relever. D'un coup, une flèche bleue lumineuse, faite d'énergie pure, a fusé juste à côté d'elle. Ses yeux se sont écarquillés de panique quand elle a capté que son chasseur utilisait la magie. Agissant à l'instinct pur, elle s'est jetée sur le côté, esquivant de justesse la salve de flèches de mana. Elle a regardé, choquée, l'une des flèches se planter dans le sol pile là où elle était une seconde plus tôt. Juste à ce moment-là, son prof, Derrick, a débarqué, rattrapant les flèches sans pression. Il a balancé un com, sur sa vitesse surprenante, trouvant sa balèze pour une meuf censée ne jamais sortir de sa piole. Diela n'a pu que le foudroyer du regard, le cœur prêt à exploser. Sans dire un mot, elle s'est relevée en panique et a repris sa course, s'enfonçant encore plus dans les bois. Derrick l'a juste regardé filer, avec un tout petit sourire, presque invisible, sur les lèvres. Pendant que Diela sprintait, la panique la rongeait. Elle savait qu'elle ne pourrait pas tenir ce rythme éternellement. S'il continuait, il allait la choper à coup sûr. Soudain, l'expression de son visage a changé. Elle avait pris sa décision. Pendant ce temps, Derrick s'était accroupi pour lancer un sort de pistage, posant la main sur le sol pour laisser son mana se propager tout autour. Il a levé les yeux, le regard fixé sur le chemin. Il savait exactement où elle allait. Il a reconnu cette forêt grâce aux toiles dans la chambre de la meuf. C'était son territoire, l'endroit où elle zonait depuis qu'elle était gamine. Il s'est rappelé la toile, captant que sans même le savoir, elle avait ressenti le mana dans la nature et transféré ce feeling sur la peinture. C'était carrément ça. Il en était sûr maintenant. Mais son fil de pensée a été coupé quand Diela a jailli des bois, soulevant un énorme rocher au-dessus de sa tête avec un cri de désespoir. Si elle ne pouvait pas fuir, elle allait se battre. Derrick n'a pas scié d'un putain de poil, imperturbable. Il a dégainé son épée et, d'un seul coup, a pulvérisé l'énorme rocher en poussière avant même qu'il ne les rafle. Le visage de Diela est devenu livide sous le choc, son attaque de la dernière chance s'avérant complètement inutile contre lui. La dominant de toute sa hauteur, Derrick a avoué qu'elle avait du cran. Il a reconnu que, sachant qu'elle ne pouvait pas s'échapper, elle avait choisi de riposter. Une décision qui n'avait pas dû être facile. Diela était à 4 pattes, complètement cramée. Elle n'avait plus une once d'énergie. La voix glaciale de Derrick a brisé le silence quand il lui a fait remarquer qu'elle n'avait même plus la force de fuir. Il a pointé sa lame lumineuse vers elle, lui demandant si elle avait de dernières paroles à balancer. Mais au lieu de supplier, Diela a lâché un petit rire amer. Même aux portes de la mort, sa fierté était intacte. Elle a ricané, refusant de ramper comme une roturière et lui disant de juste la buter.
Sa réaction a semblé piquer la curiosité de Derrick. Il lui a demandé pourquoi elle faisait une telle fixette sur sa lignée. Diela a tressailli comme s'il avait touché un point sensible. La voix tremblante, elle a craché sa plus grande peur. Si on lui enlevait son sang noble, il ne lui resterait plus rien. Finalement, elle a complètement craqué. Elle s'est mise à hurler, frappant le sol de ses poings, ses pleurs résonnant avec la seule chose qu'elle convoitait mais ne pourrait jamais avoir, la magie. Des larmes de pure frustration coulaient sur son visage pendant qu'elle gueulait, lui demandant s'il croyait vraiment qu'elle n'avait jamais essayé. Derrick se contentait d'observer, le visage caché dans l'ombre, écoutant sa confession désespérée. Diela s'est effondrée en avant, sanglotant que peu importe ses efforts, ça ne marchait jamais. Elle était terrifiée à l'idée d'être à la ramasse sur tout, de la magie jusqu'à sa passion pour le dessin. La voix brisée, elle a répété sa question, se demandant ce qui lui restait à part son nom de famille. Si même ça disparaissait, alors qu'est-ce qu'elle était? Toute son identité partait en fumée. Derrick est resté silencieux un long moment, encaissant son pétage de plomb. Puis, l'aura bleue autour de son épée s'est rallumée. Les larmes continuaient de couler sur les joues de Diela pendant qu'elle regardait ça, persuadée que c'était la fin. Il a levé son arme bien haut, déclarant qu'il en avait assez entendu. Avec un dernier adieu glacial, Diela s'est préparée à encaisser le coup. Il a abattu son épée avec une force de taré. Mais au lieu d'une entaille mortelle, l'air s'est rempli du bruit de la glace qui se fissure. Diela a fermé les yeux très fort, attendant une douleur qui n'est jamais venue. Hésitante, elle les a rouverts. L'épée ne l'avait pas touchée. Elle reposait sur un énorme pilier de glace magique irrégulier qui avait jailli du sol juste devant elle. Elle a levé la tête, complètement sous le choc, entourée par cette démonstration de puissance aussi magnifique que terrifiante. Il n'avait jamais eu l'intention de la tuer. Derrick la dominait juste devant elle, son épée reposant toujours sur le bloc de glace massif que Diela venait d'invoquer, qui formait maintenant un cercle de protection l'enveloppant de la tête aux pieds. Fixant le mana lumineux qui enveloppait ses mains, Diela avait du mal à y croire. Elle avait produit de la magie. Son test terminé, Derrick a rangé son épée. Toute son attitude a changé. Avec une expression douce, il l'a félicité pour son travail acharné et s'est excusé formellement pour ses méthodes brutales. Diela le regardait, essayant encore de capter ce revirement de situation de malade. Il a expliqué que même si ce n'était pas encore de la vraie magie, juste une simple manifestation de mana, l'important c'était qu'elle y était enfin arrivée. Le poids de ses mots, de son premier succès après une vie entière d'échecs, l'a finalement frappé de plein fouet. Toute la douleur, la frustration et le désespoir qu'elle avait refoulés pendant des années ont explosé dans un torrent de larmes. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps, pas de tristesse, mais d'un soulagement immense, en plein milieu du cercle de glace qu'il avait créé pour elle. Un peu plus tard, après qu'elle se soit calmée, l'ambiance dans la forêt avait complètement changé. Assis ensemble sur un tronc d'arbre, Derrick a enfin lâché la vérité. Il a dit à Diela qu'elle appartenait à l'école sauvage, un terme dont elle n'avait jamais entendu parler. Il a continué en expliquant que la plupart des nobles apprennent via l'école des règles. Si toute la magie est la même à la base, la façon de la comprendre et de la maîtriser est totalement différente selon l'école. La raison pour laquelle elle avait toujours foiré, c'est parce qu'elle essayait d'apprendre avec une méthode rigide et théorique, complètement incompatible avec sa vraie nature. C'était comme essayer d'enfiler des fringues qui ne lui iraient jamais. Diela était sur le cul. Elle lui a demandé comment il avait pu deviner un truc aussi précis sur elle. Sa réponse était simple, il avait vu ses dessins. Il lui a dit qu'en regardant ses toiles, il pouvait ressentir le mana couler à travers la nature, et qu'elle l'avait capturé instinctivement. C'est un truc classique. Les mages nés avec un tempérament pour le côté sauvage peuvent souvent capter le mana dans la nature dès leur plus jeune âge. Tout s'emboîtait enfin. Pendant toutes ces années, elle n'était pas une ratée. On lui avait juste appris de la mauvaise façon. Derrick s'est levé, lui annonçant que la leçon était finie et qu'elle devrait être capable de marcher maintenant. Essayant de garder sa fierté, Diela a soufflé que c'était que dalle. Il l'a informé qu'elle avait réussi à manifester son mana, et que dès le lendemain, il commencerait à lui apprendre comment le faire naturellement. Une nouvelle voie s'ouvrait à elle. Alors qu'il se tournait pour partir, elle a vite crié son nom. Les bras croisés et détournant le regard, elle a réussi à forcer un « merci » tout bas et super maladroit. Derrick s'est arrêté, peut-être un peu surpris d'entendre un mot de gratitude sortir de sa bouche. Il lui a dit qu'il était temps de rentrer, et Diela, pour la première fois, l'a suivi sans râler. Sur le chemin, il lui a posé une question l'air de rien sur le coucher de soleil qu'il avait vu. Gênée, Diela a direct nié que c'était le sien, jurant qu'elle n'avait pas touché un pinceau depuis des lustres. Mais au fond d'elle, elle connaissait la vérité. Cette toile était plus qu'un simple dessin, c'était son chef-d'œuvre. Et Derrick était le premier mec à l'avoir cramé. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait les couloirs de la résidence du plein.
Diela s'est réveillée avec une putain de motivation. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait de l'espoir. Elle a levé la main, se concentrant à fond pour recréer le feeling de la veille. Une petite étincelle bleue de mana est apparue. Ses yeux se sont plissés de concentration. Mais aussi vite qu'il était apparu, le mana a disparu. Elle a soupiré de frustration. Ça allait être plus galère que prévu. Juste à ce moment, une servante marchait dans le couloir avec un seau de flotte. Diela a ouvert ses portes à la volée et a déboulé sans regarder, rentrant de plein fouet dans la pauvre fille. Le seau a volé. Et l'eau glacée a éclaboussé toute la robe et les pieds de Diela. La servante a instantanément paniqué, bégayant des excuses mortes de trouille. Tout le monde dans le manoir savait ce qui se passait quand on énervait Lady Diela. Diela l'a foudroyée du regard, l'expression toujours aussi glaciale et menaçante. S'attendant au moins à s'en prendre une, la servante s'est jetée par terre, la suppliant de la pardonner. Mais la punition n'est jamais tombée. Diela l'a simplement contournée et a lâché « Fais gaffe où tu marches » avant de tracer sa route. La servante est restée sur le cul. Pourquoi elle ne s'était pas fait frapper? Pourquoi la noble s'était juste barrée? Qu'est-ce qui se passait? Les autres servantes se sont attroupées, tout aussi choquées par ce changement radical. Elles se demandaient tout ce qui avait bien pu lui arriver pendant sa sortie la nuit d'avant. Pendant ce temps, dans une autre pièce, Derrick dormait comme un loir. Son sommeil a été ruiné par des coups violents et insistants sur sa porte, avec Diela qui gueulait son nom. Il s'est assis, la tête dans le cul et saoulé, se demandant pourquoi tout ce bordel. Il a ouvert la porte pour tomber sur Diela qui trépignait d'impatience, avec le majordome en chef qui essayait en vain de la calmer. Elle a royalement ignoré les appels aux bonnes manières du majordome et a exigé que Derrick lui apprenne à contrôler son mana tout de suite. Le majordome a frisé, son monocle manquant de tomber. Lady Diela avait manifesté du mana? Diela a fusillé Derrick du regard, lui rappelant sa promesse de lui donner cours aujourd'hui et lui disant de se manier le cul. Son arrogance habituelle était maintenant focalisée dans une envie brûlante d'apprendre. Derrick, qui n'était clairement pas du matin, lui a juste dit de repasser l'après-midi et lui a claqué la porte au nez. Le majordome, de long, était super ému, persuadé que Lady Diela avait enfin changé en bien. Diela, elle, était juste vénère de s'être fait recaler. Cette contrariété a vite réveillé sa rage habituelle. Elle a tambouriné sur la porte, exigeant qu'il ouvre et lui donne cours à la seconde. Ses objectifs avaient changé, mais son sale caractère était toujours là. Mais Derrick s'est juste retourné dans son lit, tirant la couverture sur sa tête pour étouffer ses cris. Sa nouvelle passion attendrait qu'il ait fini sa nuit. Au grand domaine des Duplain, la journée commence sous un ciel bleu pétant. Mais à l'intérieur, un truc inhabituel se trame. Dans le manoir, des bruits de pas précipités résonnent dans les couloirs. Les servantes ragotent tout en bossant, chuchotant, n'en revenant pas des récents changements dans la baraque. L'une d'elles lâche que Lady Diela n'a pas pété une seule assiette, et une autre ajoute qu'elle ne s'est pas fait cogner après l'avoir aspergée d'eau. Mais la plus grosse rumeur fait l'effet d'une bombe parmi le staff. On dit que Lady Diela a manifesté de la magie. Juste à ce moment, quelqu'un qui passait par là se fige, ayant surpris leur conversation. C'est le deuxième jeune maître, Reg. Il se retourne, le regard noir, exigeant de savoir ce qu'elles viennent de dire. La scène passe au bureau du duc, où l'affaire est discutée sérieusement. Valérian fait son rapport à son père, le grand-duc Duplain, confirmant les rumeurs. Il explique qu'il a interrogé le majordome en chef et les serviteurs plusieurs fois, et ils disent tous la même chose, Diela a éveillé sa magie. En entendant ça, le grand-duc lâche un petit soupir de soulagement. Mais Reg reste sceptique. Il prévient son père de ne pas tirer de conclusions hâtives juste parce qu'elle a montré une once de pouvoir. Son grand frère, Valérian, le recadre direct. Il insiste sur le fait que Reg devrait féliciter leur sœur pour un tel exploit. Le grand-duc observe le débat de ses fils, le visage impénétrable. Reg insiste, rappelant à son père toutes les crasses que Diela a faites. Pour lui, ce petit exploit ne suffit clairement pas à annuler leur plan de l'envoyer au couvent. Le duc reste silencieux, perdu dans ses pensées face à cette situation bien galère. La scène change ensuite, faisant un retour en arrière. On voit une Diela plus jeune, assise seule dans sa chambre, les genoux ramenés contre sa poitrine. Son prof, Derrick, entre, les mains sur les hanches, et lui demande si elle boude. Toujours de dos, Diela le corrige direct. Elle ne boude pas, elle est vénère. Derrick soupire, lui balançant que faire sa rancunière ne changera rien à l'affaire. Mais Diela s'entête, répétant qu'elle n'est pas rancunière, juste en colère. Il tente une autre approche, lui expliquant qu'ils ne peuvent rien y faire même si elle continue de faire la gueule, parce qu'il y a un ordre naturel des choses. Là, elle réagit. Diela se retourne d'un coup, sa frustration explosant. « Je boude pas. J'ai dit que j'étais en colère. »
Son coup de sang laisse Derrick sans voix une seconde. Après avoir craché sa haine, l'expression de Diela change. Elle a l'air de céder, lâchant prudemment. Bon, disons que je boude. Ce changement de ton soudain laisse Derrick momentanément perplexe. Saisissant l'occasion, Derrick s'assoit, prêt à attaquer l'entraînement du jour puisqu'elle a l'air plus coopérative. Derrick s'installe, un bouquin à la main, et la prévient que manifester de la magie ne veut pas dire qu'elle peut l'utiliser n'importe comment. Il parle d'expérience, lui disant que ça pourrait lui péter à la gueule. Il lui dit que le repos est tout aussi important que l'apprentissage, mais que maintenant qu'elle s'est reposée, il est temps de taffer. Diela ricane, le traitant ironiquement de prof de magie coincé. Une lueur sombre traverse les yeux de Derrick. Il sourit en coin, proposant de lui apprendre d'une manière qui n'aura rien de coincé. L'esprit de Diela flash sur des images de la puissance monstrueuse de Derrick, revivant la course-poursuite terrifiante dans les bois. Le simple souvenir suffit à lui donner des sueurs froides. Elle se dégonfle direct, s'affalant sur sa chaise en marmonnant « Laisse tomber ». Derrick lance la leçon, expliquant qu'ils vont pratiquer la manifestation magique. Une fois qu'elle aura maîtrisé ça, elle pourra bientôt apprendre la magie une étoile. Il décrit sa méthode, l'école sauvage, comme un style sans règles strictes, parfait pour l'autodidacte car elle privilégie la liberté aux régulations chiantes. Puis il la regarde et lui lâche que, très honnêtement, elle est parfaite pour ça. Diela est prise au dépourvu, bégayant de confusion. Derrick lui explique que sa nature rebelle colle parfaitement à ses méthodes. En plus de ça, ajoute-t-il, avec la lignée du plein, elle déborde de talent. Ces mots font mouche. Pour la première fois, quelqu'un reconnaît son potentiel. Diela baisse les yeux, rougissant légèrement, et demande tout bas. « Tu veux dire que je suis talentueuse ?» Derrick confirme, affirmant que n'importe qui capable d'invoquer un mur de glace dès l'éveil de sa magie est forcément doué. Les yeux de Diela s'illuminent alors qu'elle demande tout excitée si ça fait d'elle un genre de génie. Leur petite embrouille bon enfant continue, Derrick insistant sur le fait que le talent et le génie sont deux choses différentes, pendant que Diela soutient que c'est pareil. Finalement, Diela cède, avouant avec le sourire qu'il est incroyable, avant de demander avec impatience ce qu'ils font ensuite. Sans qu'il le voie, son frère Reg les observe de loin, écoutant leur conversation. Reg serre les dents, clairement pas fan de ce qu'il est en train de voir. Le lendemain, une Diela complètement métamorphosée démarre son entraînement avec une putain de motivation. Elle débarque en trombe dans la chambre de Derrick, fière de lui montrer qu'elle peut manifester sa magie, mais qu'elle galère à contrôler la direction. Le jour d'après, elle le trouve pendant qu'il graille, trop refaite de lui annoncer qu'elle a essayé d'imprégner sa magie de froid, même si c'est encore un peu foireux. Et le surlendemain, elle le course dans le couloir, pressée de lui dire qu'elle arrive maintenant à ressentir la magie, mais que la sensation est chelou. Son harcèlement ne s'arrête plus. Elle va même jusqu'à traquer Derrick pendant qu'il essaie de bouquiner au KLM dehors, lui demandant ce qu'il fout là. Elle l'engueule d'être si loin de l'annexe, lui demandant s'il croit vraiment que son père lui a prêté des livres de sorts juste pour qu'il puisse glander. Sans lever le nez de son livre, Derrick répond le plus calmement du monde que ouais, c'est exactement pour ça qu'on les lui a filés. Mais Diela est trop excitée pour être saoulée. Elle annonce fièrement qu'elle a réussi à laisser couler le mana comme il lui a dit, et exige qu'il se magne de vérifier ses progrès, l'attrapant par le bras pour le traîner avec elle. Ailleurs dans le manoir, le grand frère, Valérian, se tient près d'une fenêtre, l'air tracassé. Il a clairement un truc en tête. Sa décision prise, il se retourne et marche d'un pas déterminé vers la chambre de Derrick. Il entre dans la piaule de Derrick, où le tuteur l'attend déjà. Valérian l'invite à s'asseoir pour discuter. Une fois posé, Valérian va droit au but, demandant comment sa sœur, Diela, s'en sort ces derniers temps. Derrick lâche que ça avance pas mal, mais reconnaît qu'apprendre la magie une étoile va sûrement prendre plus de temps. Valérian encaisse l'info et change de sujet, informant Derrick que sa mère va rentrer d'un rassemblement mondain la semaine prochaine. Il lance un avertissement très clair à Derrick. Sa mère n'est pas le genre de meuf à prendre à la légère. Il explique que si le personnel du domaine ça passe, les nobles, par nature, détestent voir des roturiers occuper des postes importants. Le visage de Derrick reste neutre. Il prend note de l'avertissement et demande si c'est tout ce dont Valérian voulait parler. Valérian hésite une seconde avant de continuer. Il se lève et commence à faire de la philo à 2 balles, expliquant qu'en tant que futur chef de famille, il se doit d'être sincère avec chaque membre de sa maison. Il blablate sur la difficulté de comprendre le cœur des gens et sur le fait que tout le monde a des valeurs différentes. Saoulé par ce discours flou, Derrick le coupe, lui demandant d'en venir au putain de fait. Valérian lève le poing en l'air, le visage déformé par le chagrin. Finalement, la vraie raison de sa visite sort. Les larmes aux yeux, il crie « Diela veut plus jouer avec moi, Derrick ». Derrick le fixe, complètement abasourdi par cette plainte de gamin. Valérian continue son drame, se rappelant la bonne époque où Diela l'accueillait avec un grand sourire quand ils étaient gosses,
l'appelant un ange. Pendant ce temps, Derrick sirote juste son thé, blasé. Se penchant par-dessus le canapé, Valérian demande désespérément à Derrick s'il y a un moyen de regagner les bonnes grâces de Diela. Derrick demande sèchement pourquoi c'est à lui qu'on vient demander ça. Valérian lui explique que c'est parce que Derrick est le seul que Diela suit à la trace maintenant. Un flashback montre Diela cherchant frénétiquement son tuteur pour prouver ses dires. Changeant de tactique, Valérian dit tout excité à Derrick de regarder un truc qu'il a fabriqué, expliquant qu'il a appris à faire des poupées avec les servantes. Il présente fièrement une poupée flippante et mal foutue, demandant si elle ne ressemble pas crachement à Diela et si Derrick arrive à ressentir son amour fraternel. Le visage de Derrick s'assombrit. Il regarde la poupée, puis Valérian, et lâche sans émotion. « T'essaies de marabouter quelqu'un ou quoi ?» Les espoirs de Valérian volent en éclats. Il se met à chialer, pleurnichant que Derrick sert strictement à rien pour ce genre de truc. Quelque temps plus tard, une nouvelle tête débarque au domaine du plein. Le personnel est aligné pour saluer la duchesse. Derrick se tient parmi eux alors qu'une femme âgée et élégante s'approche, lui disant qu'elle a beaucoup entendu parler de lui. Elle sourit, lâchant qu'on lui a dit qu'ils avaient dégoté un prof de magie très compétent. Elle se présente, Myriela Débelle du Plein. Pensant qu'il est un mage talentueux issu d'une autre famille noble, elle lui propose généreusement de lui envoyer un cadeau de son domaine personnel. Mais Derrick brise direct son délire. Il l'informe que ce n'est pas la peine, vu qu'il n'est affilié à aucune maison noble. Le sourire de Myriela vacille, ses yeux se plissent. Elle lui demande de répéter, ne captant manifestement pas ce qu'il vient de dire. Avec un regard calme et inébranlable, Derrick lui remet les points sur les i. « Je suis un roturier. » La façade raffinée de la duchesse s'effondre totalement. Ses yeux s'écarquillent de choc et de dégoût pendant qu'elle balbutie. Un roturier ? L'info reste suspendue dans l'air, promettant de belles emmerdes pour les jours à venir. Au domaine luxueux de la famille ducale du Plein, une nouvelle tête fait son apparition. Derrick, le nouveau prof de magie de Diela, est accueilli par la gouvernante en chef, qui lui lâche qu'elle a beaucoup entendu parler de lui. Elle sourit, mentionnant les rumeurs comme quoi ils ont trouvé un nouveau tuteur ultra compétent. Elle se présente comme Myriela Débelle du Plein, la maîtresse de maison, et propose de lui envoyer un cadeau de ses propres terres pour lui souhaiter la bienvenue. Derrick, cependant, décline poliment l'offre, affirmant qu'il n'appartient à aucune famille noble. Le sourire poli de Myriela se fige, prise de court par sa réponse. Il clarifie sans la moindre honte, « Je suis un roturier. » La révélation fait l'effet d'une claque à Myriela. Sa fierté d'aristocrate est visiblement blessée par le fait qu'un simple mec du peuple donne des cours à sa fille. La scène fait un bond d'une semaine en arrière. Une calèche est garée devant la gigantesque résidence. Aislinn, la grande sœur de Diela, exprime son soulagement d'avoir ramené Derrick au manoir du grand-duc. Elle lui dit que même si elle kifferait rester aux côtés de sa petite sœur, elle a d'autres obligations et s'en remet à lui pour veiller sur Diela. Derrick valide la requête d'un simple hochement de tête. D'un coup, le mec nommé Jeden tape sur l'épaule de Derrick, le charriant sur son absence totale d'enthousiasme face aux mots touchants d'Aislinn. Alors qu'il monte dans la calèche, Jeden lâche quelques derniers mots d'encouragement à Derrick, lui disant de boucler sa vite faite avant qu'une autre nana nommée Péline le découvre et pique une crise. La calèche se barre, laissant Derrick seul pour attaquer son nouveau contrat bien galère. À l'intérieur de la calèche en mouvement, Aislinn lâche un petit cri, comme si elle avait oublié un truc super important. Jeden se tourne vers elle, lui demandant ce qui cloche. Elle capte avec effroi que sa mère doit rentrer la semaine prochaine, et qu'elle a complètement zappé de prévenir Derrick. Jeden ne voit pas où est le drame, se demandant si c'était vraiment nécessaire de l'avertir pour ça. Alors qu'Aislinn commence à s'expliquer, le souvenir des crises de rage de sa daronne lui revient en flash. Une femme en robe verte traverse les couloirs avec une prestance écrasante. Aislinn décrit sa mère comme la déesse de la colère. Dans le flashback, Myriela tape du poing sur un bureau, outré qu'un roturier donne des cours à sa fille, Diela. Son mari, le grand-duc, reste de marbre face à son coup de sang, lui demandant calmement de baisser d'un ton puisqu'il l'entend très bien. Mais Myriela refuse de se calmer, hurlant que le vrai problème, c'est leur chère petite dernière, Diela. Le grand-duc enlève ses lunettes et s'adresse calmement à sa femme, avouant qu'il n'est pas fan non plus de refiler des postes à des roturiers. Cependant, il lui rappelle que tous les profs avec un pédigré de ouf ont déjà jeté l'éponge avec Diela. Malgré ça, Myriela est folle de rage, incapable d'accepter qu'ils aient embauché un ex-mercenaire. Le grand-duc défend son choix, expliquant que trouver un bon prof de magie est une galère sans nom, et surtout, que Derrick a été chaudement recommandé par leur propre fille, Aislinn. Mais Myriela ne lâche pas l'affaire. Elle frappe sur le bureau, jurant qu'ils se doivent de maintenir un certain standing pour leur famille. À bout de nerfs, elle suggère de ramener son petit frère, Flamme, pour faire le prof. Maintenant que Diela a manifesté sa magie, argumente-t-elle,
il devrait être capable de lui apprendre. Le duc recale l'idée directe, trouvant ça absurde. Il demande comment on peut imaginer retirer le gars qui gère tout leur territoire juste pour en faire un prof particulier. Myriella pète les plombs, gueulant que le gratin d'Ebelstein est tout aussi important et que c'est une vraie zone de guerre en soi. Elle déclare que dans la haute société, la réputation d'un prof fait tout. Elle hallucine qu'il veuille que Diela devienne la risée de tout le monde en faisant ses débuts avec un prof du peuple qui n'a même pas de nom de famille. Juste au moment où la dispute atteint son apogée, les immenses portes du bureau s'ouvrent à la volée. Un jeune homme avec de longs cheveux blonds, Valérian, entre dans la pièce. Il demande calmement à sa mère de redescendre, espérant qu'elle n'est pas venue juste pour se prendre la tête avec leur père. Myriella dit à Valérian de la fermer, affirmant que le problème est trop grave pour être ignoré. Pour elle, la seule vraie question, c'est de savoir si ce roturier a vraiment les épaules pour être le prof de Diela. Soudain, une nouvelle voix intervient, allant dans le sens de Myriella. Le visage de Myriella s'adoucit en voyant son autre fils, Reg. Valérian, par contre, a l'air beaucoup moins ravi de voir son frère débarquer. Reg s'avance, admettant calmement qu'un roturier qui enseigne à un noble, c'est chelou. Mais il ajoute que si le type a vraiment le niveau requis, alors il ne voit pas où est le drame. Il s'adresse ensuite direct à son père, proposant de tester lui-même les compétences de Derrick lors d'un duel magique. Le grand-duc coupe court à l'idée instantanément. Avec un regard sévère, il affirme cache que Derrick est un vrai tueur en tant que mage. Reg se tait, la mâchoire légèrement crispée par le ton autoritaire de son daron. Recalé, Reg change vite de fusil d'épaule. S'il ne peut pas tester le prof, il testera l'élève. Il propose qu'il teste Diela à la place. Valérian jette un œil à son frère, l'air à la fois confus et inquiet. Reg argumente que si Derrick est un si bon prof, alors Diela doit avoir fait des progrès de dingue. Il annonce qu'il va personnellement l'affronter pour vérifier son niveau. Le grand-duc hésite, réfléchissant à la proposition glaciale de son fils. Prenant le silence de son père pour un feu vert, Reg se tourne pour partir. Valérian lui court après, l'appelant, halluciné. Valérian le rattrape, exigeant de savoir ce qui lui passe par la tête en défiant Diela en duel. Reg se retourne, le regard noir. Il demande à Valérian s'il croit vraiment que Diela a changé, lui balançant à la figure tous les emmerdes qu'elle a causés dans le passé. Valérian insiste sur le fait que Diela est leur seule sœur. Il est persuadé qu'en tant que famille, c'est leur devoir de la protéger, quoi qu'il arrive. Reg lâche un petit rire cynique, se foutant ouvertement de ces histoires de liens du sang. Il explose, hurlant que la simple existence de Diela risque de faire couler toute leur famille. Il est convaincu que si elle fait ses débuts dans la haute société dans son état actuel, c'est la fin pour eux tous. Valérian regarde son frère, abasourdi par la cruauté de ses mots. « C'est vraiment ce que tu penses, Reg ?» demande-t-il, la voix pleine de déception. Reg ne se retourne même pas. Il lâche froidement que c'est Diela qui a franchi la ligne rouge, et que le mieux pour elle, c'est de rester enfermée dans l'annexe, coupée de tout. Planté là, Valérian ne peut que regarder son frère s'éloigner, le visage durci par une frustration muette. Reg trace sa route, une détermination glaciale dans le regard. La guerre est déclarée au sein de la famille. Pendant ce temps, dans une autre partie du domaine, un oiseau chante à la fenêtre. La porte de la chambre de Derrick s'ouvre d'un coup, et une Diela complètement en panique déboule en hurlant son nom. Derrick, qui bouquinait au KLM, lève les yeux et demande pourquoi elle fait tout ce bordel de si bon matin. Elle balance un parchemin sur son bouquin, la convocation officielle pour le duel magique. Les bras croisés, elle le fixe et annonce la couleur. « Si je perds ce combat, t'es viré. » La réaction de Derrick est zéro stress. Il confirme calmement qu'il est au courant, puis fait remarquer que vu que Reg est déjà un mage une étoile aguerrie, ça va être chaud pour elle de gagner. Diela explose. Elle hallucine devant son attitude gément foutiste, hurlant qu'il est sur le point de se faire lourder. Il lui lâche un petit sourire presque condescendant. « Je suis un mercenaire, » dit-il simplement. Il fait les missions pour lesquelles on le paie, un point c'est tout. Il ajoute qu'il a déjà été payé plus que grassement, sous-entendant qu'il n'en a pas grand-chose à foutre de l'issue de ce contrat. Ses paroles froides et distantes la laissent sans voix. Elle le regarde, le cœur brisé, lui demandant s'il pense vraiment ce qu'il dit. Une semaine plus tard, le drapeau de la maison Duplain flotte fièrement, annonçant le jour du fameux duel. Sur le terrain d'entraînement ducal, la famille et leurs serviteurs rejoignent les gradins. Le grand-duc et Myriella s'avancent, le visage sévère et impénétrable. Le grand-duc a capté que Derrick était déjà en poste sur l'arène depuis un bail. « Vous voilà, votre grâce », a-t-il dit, en lui faisant une révérence respectueuse. Derrick s'incline, la main sur le cœur, en mode présentation officielle. Le grand-duc l'observe de près, remarquant que le roturier n'a pas l'air stressé une seule seconde. Il se demande si c'est un excès de confiance.
S'enfonçant dans son siège, le duc est intrigué. Il se dit qu'un mec avec ce genre de sang-froid n'est pas quelqu'un dont on devrait se débarrasser aussi vite. Sur le terrain en contrebas, des bruits de pas déterminés résonnent sur la pierre. Un gars avec une cape majestueuse s'avance, serrant les poings, plus d'été que jamais. C'est Reg. Un sourire cruel se dessine sur ses lèvres alors que ses vraies intentions éclatent au grand jour. Ce ne sera pas un petit match amical. Aujourd'hui, il a prévu de briser Diela pour de bon. Il monte les marches vers l'arène, l'esprit rongé par la haine. Il se jure de faire regretter à Diela chaque seconde de son passé, jusqu'à l'os. Puis, de l'autre côté de l'arène, le second challenger approche. C'est Diela, le visage à moitié caché par une capuche rouge, l'air grave et déterminé. La scène flash sur sa discussion avec Derrick. Elle répète ce qu'il avait dit, lui demandant s'il s'en bat vraiment les couilles de ce qui arrive tant qu'il a son chèque. Dans le flashback, Derrick lui assure que sa maîtrise de la magie est déjà sur la bonne voie. Même si elle ne gère pas encore les sorts une étoile, il lui jure que ça ne va pas tarder. Il lui dit que c'est parce qu'elle est née avec le sang des Duplain. L'entendre parler de sa lignée, un truc qui ne lui a attiré que des emmerdes, lui met les larmes aux yeux. Il lui rappelle ce qu'il a déjà dit, l'école sauvage, qu'il suit est basée sur l'instinct et la pratique, pas seulement sur le talent inné. Mais ces mots ne la calment pas. Elle s'effondre, chialant et lui demandant pourquoi il sort tout ça maintenant, alors qu'elle se sent au fond du trou. Derrick reste silencieux, la laissant vider son sac. Sa voix tombe presque à un murmure pendant qu'elle fait un aveu douloureux. Derrick, je sais que je suis pas la meilleure des élèves. Les larmes coulant sur son visage, elle le supplie, avouant qu'elle veut toujours apprendre la magie avec lui, et qu'elle refuse d'avoir un autre prof. Il écoute son appel à l'aide, toujours de dos. Finalement, il se retourne, complètement métamorphosé. Il enfile ses gants, la prévenant cache qu'il ne connaît que dalle aux règles ou aux courbettes d'un duel de nobles. Ses yeux brillent d'une intensité nouvelle et dangereuse. Mais je peux t'apprendre à gagner une vraie baston. Il lance un défi, allant direct à l'essentiel. Tu veux gagner. Planté là, les rumeurs cruelles du passé résonnent dans sa tête. Des voix qui chuchotent qu'elle n'a pas de magie, qu'elle est une honte pour les Duplain. Elle se revoit gamine, petite et seule, entourée par les ombres accusatrices de la haute société, qui disaient qu'elle ne savait foutre que la merde. Les rumeurs continuaient, la comparant à ses génies de frères et sœurs, la traitant de boulet pour le grand-duc, l'enfant qui allait le tirer vers le bas. Le pire souvenir remonte à la surface. Une voix disant qu'il vaudrait mieux ne pas avoir de gosse du tout que de pondre quelqu'un comme elle. Face à ce torrent de haine, elle trouve sa détermination. Les larmes encore aux yeux, elle lui répond avec une rage féroce. « Ouais, fais-moi gagner. » Retour au présent, Diela se tient droite sur l'arène. Elle n'est pas venue ici en tant que petite sœur de Reg, ni en tant que petite dernière de la maison Duplain. Elle est là, ayant jeté à la poubelle ses titres et son passé. Ses yeux brûlent d'une nouvelle lueur, reflétant un pouvoir qui n'appartient qu'à elle. Elle est là pour une seule raison, en tant qu'élève de Derrick, et en tant que mage. Sous un ciel bleu azur, le drapeau de la famille Duplain flotte au vent, marquant le début de l'événement officiel. Dans la grande arène, Diela, fringuée avec une simple capuche rouge, fait face à un Reg habillé comme un prince. Le duel va commencer. L'arbitre, Delon, se racle la gorge, s'apprêtant à balancer les règles du match à la foule. Il explique qu'ils vont suivre les règles du prestigieux salon Kelbrem d'Ebelstein. Le premier dont le cercle magique de protection s'active a perdu. Avec un regard perçant, Reg lance officiellement le match. Diela soutient son regard, tout aussi déterminé. Le cercle magique de protection est un accessoire spécial. Il est fait pour s'activer et annuler le sort d'un adversaire juste avant qu'il ne fasse de gros dégâts. Observant depuis les gradins, Derrick analyse la scène avec un œil critique. Il ricane de voir les nobles cramer des objets aussi chers juste pour s'entraîner, captant que Reg compte plier ce combat en moins de 10 minutes. Sans perdre une seconde, Reg commence son incantation. Une énergie magique verte tourbillonne direct autour de lui pendant qu'il prépare sa première attaque. Diela se prépare à encaisser, le vent de son sort faisant voler ses cheveux et sa capuche en arrière. Elle rassemble vite son propre mana, préparant un contre ou une esquive. L'expression de Reg est froide et méprisante. Il lui crache qu'elle devrait juste retourner dans l'annexe où est sa place. Il lâche une violente bourrasque de magie du vent, hurlant son nom pendant que l'attaque traverse l'arène. Un énorme croissant d'énergie fend l'air, fonçant droit sur Diela. Mais les yeux de Diela sont vifs et concentrés. Elle n'est pas impressionnée par la taille de son sort. Au lieu de bloquer, elle s'esquive agilement sous l'arc magique, l'évitant complètement. Reg est scié par son agilité, le visage tordu de choc et de rage. Comment ose-t-elle? Vénère, il enchaîne direct avec une pluie d'attaques sans lui laisser une seconde de répit. D'autres lames de vent découpent l'air, mais Diela continue de slalomer entre elles comme une pro.
Elle garde les yeux fixés sur lui, analysant au KLM la trajectoire de chaque sort. Derrick étudie ses mouvements. Même si elle gère la magie de base, c'est une noob totale en vrai combat. En forçant autant sur les esquives, elle crame son mana beaucoup trop vite. Soudain, une des lames de vent s'écrase contre un mur de glace apparu de nulle part. Passant de l'esquive à la défense, Diela se tient derrière une énorme barrière de glace qu'elle a invoquée pour bloquer les tirs. Reg se fout de sa gueule. Il a bien vu que ce n'est même pas un sort classé, juste du mana brut balancé à l'arrache. Il hallucine qu'elle pense l'arrêter avec un truc aussi claqué. Il ricane, annonçant qu'il va juste pulvériser son petit mur avec de la pure puissance de feu, pendant qu'il rassemble plusieurs orbes magiques au-dessus de sa tête. Avec un hurlement de rage, il lance son attaque multiple, la défiant de bloquer ce déluge. Diela reste plantée derrière son mur de glace, pendant que la pluie de sphères magiques de Reg s'abat sur elle. La scène flash sur l'entraînement de Diela. La voix de Derrick résonne, lui rappelant que les mercenaires ne se battent pas comme les nobles. Ils s'en foutent de la loyauté. Leur seul but, c'est de gagner. Il l'avait prévenu que ce combat n'aurait rien d'un duel classique. Même si elle gagnait avec ses méthodes de voyou, elle s'en prendrait sûrement plein la gueule après. Malgré tout, il avait posé les termes cash. Elle pouvait tracer sa propre route vers la victoire, mais il fallait assumer. Il lui a demandé si elle était vraiment prête pour ça. Sans une seule putain d'hésitation, elle lui avait hurlé sa réponse, carrément. De retour au présent, cette même rage de vaincre brûle dans les yeux de Diela face à l'assaut de Reg. Le flashback est terminé. Ses attaques pylônes sont boucliers de glace, mais elle continue d'esquiver, bougeant sans arrêt. Pendant qu'elle esquive, les leçons de Derrick tournent en boucle dans sa tête. Chez les mercenaires, certains gagnent même face à un monstre de puissance. Elle se rappelle son explication. Ces gars-là ne font pas des duels. Ils se battent. Reg serre les dents, balançant encore plus de mana dans ses sorts, bien décidé à l'écraser. Se battre, comme l'a expliqué Derrick, c'est contrôler le terrain en utilisant l'environnement à son avantage. Et c'est exactement ce que fait Diela, glissant sur le parquet de l'arène. Les mercenaires utilisent tout ce qui leur tombe sous la main pour arracher la victoire, peu importe si c'est vicieux. Ils exploitent la moindre petite faille, la microseconde où leur adversaire baisse sa garde. L'attaque de Reg finit par exploser son mur de glace, le réduisant en miettes. Plus de défense, Diela se prépare à encaisser l'impact. Un sourire en coin apparaît sur le visage de Reg. Il est sûr d'avoir gagné, lâchant un petit « c'est fini ». Diela a l'air choquée pendant que la dernière attaque fonce droit sur elle. La gigantesque vague d'énergie semble l'avaler toute crue. Elle s'écrase sur l'arène dans une explosion de taré, soulevant un énorme nuage de poussière et de débris. Derrick regarde le résultat, le visage de marbre. Depuis les gradins, la mère de Reg hurle le nom de Diela, horrifiée. En panique, elle gueule sur l'arbitre, de long, exigeant de savoir pourquoi il n'arrête pas le massacre, persuadée que Diela est gravement blessée. Mais une voix calme et autoritaire tranche sa crise de panique. C'est le grand-duc du Plain, lui ordonnant de s'asseoir, car le combat est loin d'être fini. Elle se tourne vers lui, hallucinant, jurant qu'elle a vu Diela se prendre l'attaque de plein fouet. Mais le grand-duc la corrige au KLM, pointant du doigt le détail qui tue. Faux, le cercle magique du général Pelham ne s'est pas activé. Ces mots flottent dans l'air pendant qu'il continue d'observer l'arène, le regard perçant et analytique. Si le cercle de protection ne s'est pas déclenché, ça ne veut dire qu'une chose. Derrick continue de regarder le spectacle posément, zéro stress face à l'énorme explosion. Le grand-duc capte son calme olympien. Derrick n'a même pas cligné des yeux. Ça veut dire qu'il savait depuis le début que Diela avait autant progressé. De retour sur l'arène, Reg se tient au milieu de la fumée, sa cape volant au vent. Il est paumé. Il était sûr que son attaque allait faire mouche. Alors pourquoi le cercle magique ne s'est pas activé? Et où est passé Diela? Soudain, il entend un bruit sous ses pieds. Il regarde vers le bas juste à temps pour voir le parquet craquer. Un pic de glace énorme jaillit d'en dessous de l'arène, l'obligeant à sauter en arrière pour ne pas finir empalé. Il atterrit à l'arrache, complètement pris au dépourvu par cette attaque surprise. Ses yeux s'écarquillent, n'y croyant pas. Une attaque venant d'en dessous de la plateforme. Il gueule direct à la triche, affirmant que selon les règles du salon, quitter l'arène, c'est l'élimination. Mais l'arbitre, de long, fait non de la tête, refusant d'intervenir. Reg soufflait de frustration. Il capte que les règles n'ont jamais été écrites pour anticiper une douille pareille. Il n'avait jamais envisagé que, quitter la plateforme, puisse vouloir dire autre chose que de sortir par les côtés. Il se penche au-dessus du trou dans le plancher, essayant de griller son adversaire. Mais Diela ne lâche rien. D'autres pics de glace jaillissent du sol, le forçant à reculer encore. Il est poussé sur la défensive,
esquivant comme un fou les piliers de glace qui pètent de partout autour de lui. Il panique, captant qu'il est dans la merde. Il ne voit pas Diela, impossible de viser. Elle n'a plus qu'à le toucher une seule fois. Il fait des bonds dans tous les sens, évitant un autre pic de justesse, et capte que ce duel n'a plus rien d'un combat de noble bien propre. Atterrissant lourdement, il fixe le trou dans l'arène, le cerveau en ébullition pendant qu'il gueule le nom de Diela. Et de ce trou, Diela sort, le fixant avec un regard glacial et une détermination de malade. Ses yeux ont la lueur d'un prédateur, l'ancienne gamine timide a complètement disparu. Et à ce moment-là, Reg reconnaît ce regard. C'est le même regard froid et calculateur que Derrick avait quand son grand frère l'avait chopé par le col. La révélation lui fait l'effet d'une droite. Il lance un regard noir vers les gradins où Derrick est posé. Il sait que Diela n'a jamais pu pondre une stratégie de pute pareille toute seule. C'est forcément le plan de Derrick. Une sombre détermination s'installe sur le visage de Reg, comprenant qu'il s'est fait baiser. D'un geste vif, il détache l'attache de sa cape. Il enlève le truc et le balance au sol, jetant par la même occasion son symbole de noblesse. S'ils veulent une vraie guerre, il est chaud. Avec une nouvelle rage dans les yeux, il annonce qu'il va rentrer dans le jeu de Derrick. La baston va passer à un autre niveau. Le duel continue. Reg se tient sur l'arène éclatée, sa propre magie ayant ravagé le parquet quand il essayait de toucher son adversaire. Depuis le balcon, la duchesse crie, choquée. Elle hallucine que Diela aille ramper dans un trou poussiéreux sous l'arène, qualifiant ça de tactique indigne d'une dame. Elle supplie son mari de stopper ce massacre direct. Le duc, lui, reste zen, lui disant de juste regarder vu que Diela n'a enfreint aucune règle. Il continue d'observer le combat avec un visage pensif et illisible. Pendant ce temps, sous les lattes défoncées, Diela est à genoux dans le noir, entourée de cristaux de glace lumineux. Le visage plein de terre, elle fixe droit devant avec une concentration extrême, les yeux grands ouverts et pleins de détermination. Dans ce moment de transe, un truc change. Pour la première fois, elle arrive à voir clairement le flux de mana qui tourbillonne dans l'air. Reg sent soudainement ce changement depuis la surface, surpris de ressentir sa montée en puissance. Une attaque jaillit d'en dessous, et il doit faire un bond en arrière pour éviter les pics de glace tranchants qui sortent du sol. Il serre les dents de rage, captant qu'elle annule volontairement son incantation à chaque fois qu'il essaie de balancer un sort. Il refuse de se faire humilier comme ça. La sueur coule sur son visage pendant qu'il scannait la zone, cherchant désespérément un nouveau plan. Son regard s'arrête sur un grand poteau au bord de l'arène, et une idée kamikaze commence à germer dans sa tête. Sous terre, Diela sent que le flux de mana de son frère s'est arrêté. Elle sait qu'il prépare une dinguerie. Elle se tient prête, comptant le frapper à la milliseconde où il commencera son prochain sort. Sur le côté, un vieux majordome regarde ça, inquiet, marmonnant le nom du jeune maître. Soudain, Reg passe à l'action, s'envolant dans les airs et grimpant sur le poteau à une vitesse hallucinante. Il se dit qu'à cette distance, elle n'aura pas le temps de réagir à son mana. Le seul hic, c'est que lancer une incantation dans cette position d'équilibriste, c'est mort. Il ne voit qu'un seul moyen de gagner. Il décide de balancer toute sa puissance dans une seule énorme attaque pour pulvériser l'arène sans même avoir besoin de chanter. Perché tout en haut, il libère une explosion magique dévastatrice, l'expédient direct sur l'arène en dessous. Un mystérieux mec aux cheveux blancs et aux yeux rouges observe la scène, le regard froid et clairement pas impressionné. Le pilier s'est fissuré et a volé en éclats sous la force de broyage terrifiante de ce bombardement magique. Le poteau lui-même ne supporte pas l'onde de choc du sort, et sa base explose. Pendant que le mât se pète, Reg est balancé dans les airs, perdant totalement l'équilibre. Une gigantesque explosion ravage l'arène, engloutissant tout le terrain sous la fumée et les débris. Horrifiée, la duchesse ne peut que hurler le nom de son fils en voyant le blast apocalyptique raser la zone. Au milieu de la poussière et des gravats, Reg atterrit lourdement au sol, se rattrapant d'une main. Il lève la tête avec un regard noir et surpris, fouillant les décombres pour trouver son adversaire. D'un coup, une silhouette transperce le nuage de fumée, sprintant à travers l'arène en ruine. C'est Diela. Reg ne perd pas une seconde, rassemblant son mana pour former une flèche magique bleue au bout de ses doigts. Il tire, envoyant un rayon de lumière siffler dans l'air droit sur elle. Les yeux de Diela s'écarquillent en voyant le projectile foncer vers elle. Elle vrille son corps, balançant la main pendant qu'une vague de son propre mana explose pour bloquer l'attaque. La magie se dissipe juste avant le choc, mais l'effort l'a clairement épuisée. Son visage est crispé par le choc et l'effort. Elle a bloqué de justesse. Mais Reg a déjà chargé une autre flèche, ne lui laissant aucun répit. Diela regarde avec horreur la deuxième flèche foncer sur elle. Sachant qu'elle ne pourra pas l'encaisser, elle change de plan et charge droit sur son frère. Reg sourit en coin, pensant avoir l'avantage.
Il se dit que s'il arrive à placer une seule flèche magique, c'est gagné. Mais il a grave sous-estimé sa vitesse. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, Diela fonce sur lui et lui colle un violent coup de pied en pleine gueule. Le choc fait reculer Reg, choqué, pendant que Diela serre les dents, un filet de sang coulant de sa lèvre. Il tombe à genoux, se tenant la poitrine et crachant ses poumons après cette attaque physique surprise. Alors qu'il essayait désespérément de reprendre l'équilibre, Diela a planté une main au sol et a ramassé une poignée de boue et de crasse. Voyant l'ouverture, Diela chope une poignée de sable et de terre sur l'arène défoncée. Et dans un move totalement impensable pour un duel de nobles, elle lui balance la poignée directe dans les yeux. Reg recule, jurant comme un charretier en essayant de s'essuyer les yeux, aveuglé un instant pendant que Diela prend de la distance. Quand il retrouve la vue, il capte direct ce que ça veut dire. Taper au corax en grave corps et balancer du sable, elle n'a plus une goutte de mana. Une idée lui traverse l'esprit. Il hallucine qu'elle soit prête à aller aussi loin, se battant comme une chienne pour arracher la victoire même quand c'est mort. En se relevant, Reg comprend enfin. Ce duel, ce n'était pas juste un petit match pour elle. C'était une bataille pour prouver qu'elle valait quelque chose. Avec une nouvelle lueur dans les yeux, il décide de respecter sa rage de vaincre. Il va l'affronter de front avec tout ce qu'il a, pas en tant que mage supérieur, mais en tant que frère. Le soleil tape sur l'arène en ruine, marquant le tournant décisif du combat. Diela se tient droite de l'autre côté de la cour détruite pendant que Reg se relève doucement. Cramée et à sec niveau mana, elle se prend la tête, les yeux brillants de frustration. Elle a atteint ses limites. Alors qu'une goutte de sang coule sur son menton, son esprit revoit un vieux souvenir. Une voix du passé résonne dans sa tête, lui disant de voir la magie comme peindre avec un pinceau. Le souvenir continue, expliquant l'idée, le mana, c'est la peinture, et le sort lui-même, c'est le pinceau. Tu ne forces pas. Tu rassembles juste la peinture qui traîne autour de toi. Et tu peins une toile. Dans son souvenir, un mec aux cheveux blancs lui montre, créant un tourbillon de mana bleu sous un ciel étoilé. Il se tourne vers elle et lui dit que cet acte de création, c'est ça la magie. La petite Diela la regardait, ces mots lui ouvrant un tout nouveau monde. Le souvenir de cette nuit paisible, à apprendre sous les étoiles, la remplit d'une nouvelle motivation. Retour au présent, Diela ferme les yeux. Un petit sourire apparaît sur ses lèvres alors qu'elle laisse le souvenir la guider. Elle se concentre, repensant à la leçon. Le mana et la peinture, le sort et le pinceau. Une faible aura bleue commence à l'entourer. Oubliant les incantations rigides qu'on l'a forcée à apprendre, elle tend la main, pas avec sa voix, mais avec sa volonté. La lumière bleue autour d'elle explose. Elle le sent maintenant, le mana brut dans l'air qui tourbillonne et se rassemble au bout de ses doigts. Elle ouvre les yeux, le regard vif et lucide. Avec cette peinture, décide-t-elle, elle va peindre une putain de toile. Dans un flash aveuglant, le mana a pris forme. Une lance de glace parfaite et scintillante s'est matérialisée dans les airs à côté d'elle, flottant au cœur d'un cercle magique complexe. Elle l'avait fait. C'était ça, la magie. Le majordome hallucine, la mâchoire pendante et une goutte de sueur coulant sur sa tempe. Il n'en croit pas ses yeux. La duchesse est tout aussi choquée, se tournant vers son mari et bégayant que Diela, leur fille qu'il prenait pour une ratée, est en train d'utiliser de la magie une étoile. Reg regarde ça, l'air inquiet. Il marmonne son nom, craignant qu'elle ne perde le contrôle et ne déclenche une catastrophe avec un sort pareil. Mais Diela reste stoïque, la main ferme pendant qu'elle canalise la puissance monstrueuse de la lance de glace. Voyant son sort, Reg concentre direct son propre mana, prêt à riposter. Il charge, convaincu que ça ne changera rien à la fin. Même avec de la magie une étoile, il est persuadé d'avoir toujours une longueur d'avance. Il est déterminé à la fumer avant qu'elle ne puisse attaquer. Il sent que la victoire est à lui. Diela ne recule pas d'un pouce, le regard fixe face à sa charge. Son sort destructeur est prêt à être lâché. Reg balance son contre, tirant une salve de flèches magiques lumineuses. Son but est de l'écraser avant qu'elle ne puisse lancer sa lance de glace. La puissante lance de glace de Diela percute de plein fouet la volée de flèches de Reg. Deux forces magiques colossales sont sur le point de s'anéantir. Les sorts s'explosent, déclenchant une onde de choc massive et aveuglante d'énergie magique pure qui rase toute l'arène. La duchesse hurle le nom de Diela, morte de peur pour sa fille prise dans le blast. Alors que la fumée et la poussière retombent, une mystérieuse sphère lumineuse apparaît au centre de l'impact. De ce côté, une autre sphère bourrée de mana chaotique était apparue, ayant fait le taf à la perfection en mode bouclier complètement pété. Reg lâche un souffle tremblant, vidé par la quantité astronomique de magie qu'il vient de cramer. Face à lui, Diela respire tout aussi lourdement. Elle est amochée et couverte de bleu, mais elle est toujours debout, le visage calme et résolu. La dernière image reste fixée sur le visage du mystérieux mec aux cheveux blancs et aux yeux rouges,
observant avec son regard perçant tout ce qui venait de se passer.